Going to the movies. Frights. Camera. Action. Bonjour à tous, c'est Mister Cult. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. D'ailleurs, c'est le premier entretien ciné de l'année. Et ça tombe bien, ça va me permettre un petit peu pour ce nouvel épisode, après différents invités que j'ai eus, que ce soit Jonathan Asia, Cinérama, le beau parleur du cinéma ou encore Méphilion et plein d'autres que je salue. Ça va me permettre aussi de faire découvrir à ceux qui nous écoutent une nouvelle chaîne qui a été créée il y a pas longtemps, qui a déjà une personne qui a déjà été présente sur quelques lives récemment, mais ça va permettre un petit peu pour les gens qui ne le connaissent pas de découvrir un petit peu sa chaîne, son travail et un petit peu sa vision du cinéma. Je veux bien sûr parler de cinéclectisme et je vous l'envoie tout de suite. C'est parti. Voilà. Salut, comment tu vas, François? Très bien, merci. Content d'être là. Parfait, ça me fait plaisir de t'avoir pour cet entretien ciné qui va me permettre un petit peu justement d'en découvrir un petit peu plus sur toi. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça va te faire plaisir un petit peu de te prêter à ce jeu-là en tout cas. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Il y a pas de raison. Les autres invités qui étaient présents, c'est toujours bien passé et donc j'espère que pour toi ça sera pareil. Voilà. Avant qu'on entre dans le vif du sujet par rapport au film que tu as choisi, j'aimerais un petit peu qu'on parle un petit peu de toi. Donc déjà, comment tu t'appelles, d'où tu viens, et après un petit peu que tu me développes un petit peu comment tu as été bercé dans le monde du cinéma. Je te laisse commencer, vas-y François. Eh bien, donc, je m'appelle François, j'ai 34 ans. Moi, je suis originaire de Belgique, de la ville de Liège, qui est bien connue pour ses festivités, entre autres. Et voilà, donc dans ma vie professionnelle, je travaille surtout dans le secteur judiciaire. Là, je vais bientôt entamer un nouveau boulot en tant qu'expert gestionnaire de dossiers administratifs, qui plus est contrat à durée à déterminer, donc ce qui va pouvoir me permettre de vraiment voir grand en termes de passion, donc de pouvoir me consacrer aussi à notamment ma plus grande passion qu'est le cinéma, s'il y a autre chose. Et donc, ton boulot consiste en quoi exactement? Donc en fait, je dois examiner des dossiers judiciaires que les greffiers nous apportent, voir si administrativement ils sont bien en ordre, si toutes les signatures sont bien à l'intérieur, celles des juges, des avocats, etc. Si jamais il y a des personnes éventuellement à recontacter en plus des membres de la famille ou quoi rajouter au dossier, d'abord le signaler aux hautes instances et puis moi-même renvoyer encoder des nouvelles données. Donc c'est tout un travail administratif, mais voilà, qui me plaît bien parce que il y a une portée sociale que moi j'aime beaucoup, le fait d'entrer en contact avec différents intervenants de la justice et de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc c'est très différent, même du domaine du cinéma, mais voilà. D'accord. Écoute, vraiment un parcours assez atypique. Et du coup, un petit peu le cinéma, d'où ça t'est venu? À quel âge? Je pense que, je sais pas, est-ce que déjà tes parents étaient passionnés de cinéma? Est-ce que c'est eux qui t'ont inculqué un petit peu ta passion pour le cinéma, ou ta cinéphilie, tu te l'as un petit peu construite toute seule dès ton plus jeune âge? Eh bien, en fait, je me la suis construite un peu tout seul dès mon plus jeune âge. En fait, le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, c'était Bambi, donc de Disney, qui était ressorti en 92 pour son 50e anniversaire. Et en fait, j'avais 3 ans à ce moment-là, et c'est ma mère qui m'avait dit la veille, papa va t'emmener au cinéma voir Bambi. Et moi, cinéma, je connaissais la télé, mais je connaissais pas du tout le cinéma, je savais pas ce que c'était. Et je me souviens, même si c'était il y a quand même très longtemps, le fait de rentrer comme ça dans une salle avec un grand écran blanc comme ça et voir plusieurs personnes dans des fauteuils, ça me paraissait un peu bizarre. Et puis quand l'écran s'est allumé, je me souviens, j'avais posé 3 questions comme ça à mon père qui m'a dit t'as vu, là c'est Bambi. Et je me souviens d'avoir demandé c'est qui le grand, et puis il m'a dit le grand, c'est sa maman. En fait, des petites questions comme ça. Et déjà à ce moment-là, ça m'avait, parce que moi je connaissais surtout la télé, et voilà, donc j'avais l'impression, si je puis dire comme ça, d'une sorte de
peu de grande télé, quand je veux dire. Et puis, et alors le deuxième film que j'ai vu quelques temps après au cinéma, c'était Aladdin, toujours de Disney, avec l'école maternelle. Et en fait, mes parents se sont rendus compte que je commençais vraiment à m'intéresser aux dessins animés Disney. Entre-temps, on m'avait... T'avais réussi à tenir tout le visionnage pour Bambi? Parce que tu sais, quand t'as 3 ans, tenir tout un film de 1h30, c'est toujours compliqué. Je sais que j'ai des amis à moi qui ont des enfants. En général, au bout d'une demi-heure, le petit s'endort. Toi, tu te souviens que t'avais réussi à tenir tout le film Bambi? Même à 3 ans? Oui, je me souviens que j'avais posé comme ça quelques questions comme ça à mon père, mais c'était des questions un peu d'ordre technique. Par exemple, lui, c'est qui? Et mon père m'expliquait que des mots d'enfant, ça c'est sa maman, ça c'est son papa, ça c'est son copain Pampan. Enfin, il m'avait déjà un peu parlé de Pampan avant. Parce que, voilà, pour la petite histoire, moi j'ai toujours aimé les lapins. Donc, voilà. Et j'avais justement posé la question aussi à mon père. Je lui ai dit, est-ce que je m'étais bien tenu dans la salle? Il m'a dit, oui, il n'y avait pas de problème. T'étais assis, tu regardais. Et, donc, apparemment, oui, j'avais quand même tenu bien le coup. C'était... voilà. Et en fait, oui, mes parents se sont vite rendus compte qu'en fait, quand on me mettait un film, que ce soit à la télé ou au cinéma, j'arrivais à rentrer dedans directement. C'est-à-dire, je ne m'en mettais pas. Maintenant, comme je dis, moi, en fait, ma culture cinématographique s'est faite vraiment avec les dessins animés Disney. Parce que... voilà, moi, quand j'étais petit, mis à part, je vais dire, des dessins animés, je ne pouvais pas regarder forcément. Voilà, moi, je me rappelle quand le premier Jurassic Park est sorti fin 93, et alors après, lors de sa sortie VHS en 94, j'avais pas mal d'amis, soit de mon âge ou un petit peu plus âgés, qui avaient 1 an ou 2 de plus, qui s'étaient rués sur la VHS, et moi, je me souviens que... Mais t'avais pas l'âge, toi, pour aller au cinéma pour le voir en salle? Non, moi j'étais pas allé le voir au cinéma. J'avais revu au départ le début du film en VHS. Et en fait, c'est drôle parce que je regardais vraiment tout le début où les scientifiques découvrent le parc. Et au moment où il y a le T-Rex qui sort de son enclos, là, je me souviens, je ne regardais plus et j'allais... Enfin, je veux dire, j'allais en bas rejoindre ma mère, en fait, parce que, voilà, alors que les amis de mes parents disaient non, mais tu peux y aller, il y a de l'aventure, ça finit bien, etc. Mais en fait, justement, mes parents avaient dit à leurs amis que j'adorais aussi les dinosaures, mais voilà, quoi, il m'a fallu le temps. C'était encore un peu trop impressionnant, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est surtout tout le côté comme ça, un peu effrayant, etc. Et en fait, le truc, c'est que j'adorais tellement les dessins animés Disney qu'en fait, comme cadeau de Noël, mes parents disaient toujours, avec François, on n'a pas besoin de trop se creuser la tête, on va lui offrir les jouets du nouveau Disney de Noël, et à chaque fois, c'était le cadeau de Noël. Donc, après, en 99, ça a été les jouets Star Wars, donc là, ça a un peu varié, mais c'est... durant la sortie de La Menace Fantôme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a été ma deuxième découverte cinématographique, ça a été Star Wars en fait, parce qu'en 97, il y a eu les éditions spéciales en fait, et moi j'avais vu comme ça quelques petits extraits à la télé, et le premier gros contact que j'avais eu avec Star Wars, c'était les jouets. En fait, je me souviens, j'étais magasin de jouets, et je voyais comme ça les différents figurines, etc. J'étais un peu impressionné par les différents personnages, et je me souviens, je voyais le jouet Chewbacca, etc. Je me pose un petit peu des questions. Et mes parents, si ma mère avait vu le tout premier Star Wars, elle avait 12 ans en 77. Et ils craignaient que j'étais peut-être encore un peu jeune pour le voir. Donc voilà, en 97, moi j'avais 8 ans. Et mais finalement, comme j'en parlais beaucoup de Star Wars, et même à l'école, des copains ou quoi qui disaient qu'ils l'avaient déjà vu, etc. Donc ça a été le premier film, on va dire, non Disney que j'ai été autorisé à regarder. Et alors, honnêtement, la découverte du premier Star Wars, je précise, c'était pas l'édition spéciale, c'était bien la version de 77. Voilà. Ah, du coup, quand tu avais vu Jurassic Park, et quand il y a le T-Rex qui arrive et que tu es parti en courant, depuis, avant que tu regardes Star Wars, tu l'avais pas revu Jurassic Park? Tu avais encore non, le temps. Je l'ai revu vraiment 5 ou 6 ans après, en fait, Jurassic Park. Donc, voilà. Et en fait, Star Wars, je suis rentré directement dans l'univers de plein pied, quoi. J'ai pas été effrayé du tout, et j'étais... en fait, ce qui m'a captivé, c'était d'abord les personnages. Moi, je me souviens Dark Vador qui m'avait impressionné, mais dans le bon sens du terme. Et c'est aussi le genre d'histoire, moi, qui me plaisait, c'est-à-dire que j'étais attiré comme ça par les récits d'aventure,
c'est un gros spectacle et à l'époque, bah, il me dira forcément, j'étais gamin, donc je me rendais pas compte de l'impact que Star Wars avait eu en termes de pop culture. C'est seulement 2 ans après, avec la sortie de La Menace Fantôme en 99, où là, je me souviens que tous les gens étaient hypés, etc. Et donc là, j'ai vraiment vécu le phénomène de très près. Mais à l'époque, moi, je découvre Star Wars, je vais dire, à 7 ans et demi, 8 ans, et j'étais complètement captivé. Et ça a fait d'ailleurs un point commun, je vais dire, avec ma mère, parce qu'autant mon père, mes parents sont pas très cinéphiles de base, je veux dire. Enfin, mon père, voilà, elle préfère plus le cinéma français, je vais dire. Et ma mère, elle, en fait, justement, elle regardait, elle adorait la série Star Trek. Et en fait, Star Wars, ben, elle avait vu le premier, donc le 77 à la télé, mais ça s'est arrêté là, etc. Et puis elle les a redécouverts avec moi et elle était tout aussi captivée avec moi par cet univers-là. Et voilà, du coup, ça nous faisait aussi un gros point commun. Et du coup, avant que La Menace Fantôme débarque, t'avais déjà vu le 4, 5, 6, quoi. T'étais déjà préparé, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je me rappelle qu'en plus, on les avait rediffusés, en tout cas les 5 et 6 sur France 2. Et là, ben, mes parents me les avaient enregistrés. Je me revois toujours dans le canapé en train de les regarder, mercredi après-midi après l'école. Et c'était vraiment, ça a été. Et en fait, ça m'a donné envie, justement, Star Wars, de lancer aussi un petit peu dans l'écriture, parce que ça a développé aussi mon goût pour l'imagination et les récits comme ça, science-fiction, fantasy, etc. Et donc par après, ben, j'ai continué à enchaîner comme ça différents films Disney. Alors il y a eu aussi, je dirais pas que c'était un choc, mais une belle découverte, c'était le premier Toy Story qui est sorti début 96 en Belgique, voilà 95. Et alors ben, là aussi pour mes parents c'était un peu drôle parce que ils avaient pas du tout aimé. Que ben voilà, c'était surtout les dessins, comme ils disaient. Enfin, pour eux, c'était nouveau aussi, quoi. Ils demandaient un petit peu quoi. Et mon père continue d'ailleurs toujours à m'en parler. Toy Story, il dit on est vraiment resté parce que toi et ta sœur, vous aviez l'air de vraiment adorer, de kiffer, quoi qu'il disait. Donc, on est resté par respect pour vous. Mais pour eux, voilà, ça leur semblait venir d'une autre planète, quoi, je dirais, comme des l'animation 3D. Oui, c'est ça. L'animation 3D, alors que moi, ça. Ben, de toute façon, moi, je pense un peu comme le Roi Lion. Hein, je veux dire, le Roi Lion et Toy Story. Je pense que ce sont les deux Disney dont j'ai poncé la VHS un nombre incalculable de fois. Quoi, je veux dire, ben... à l'époque, Toy Story, c'était pas encore Disney, c'était Pixar. C'était avant que. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, mais je disais Disney à l'époque parce que c'était vendu comme tel. Quoi, je veux dire, je me souviens sur les affiches, il y avait Walt Disney Pictures, etc. Donc pour nous, c'était encore Disney, mais effectivement, c'était Pixar. Pardon. Et donc après, ben oui, donc en 99, sortie de La Menace Fantôme, où j'étais allé le voir, ben, nous avec ma mère, et ça me fait rire, j'ai un petit sourire maintenant parce qu'autant moi le film, bon, je venais d'avoir 10 ans, je l'avais adoré, je sais pas pourquoi ma mère avait pas aimé. Elle est sortie de là, ben, comme beaucoup de gens de l'époque, elle disait mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été fait avant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Lucas. C'était comme ça. Et moi j'étais petit et j'avais limite qu'une envie, c'était de le revoir. J'étais à fond dedans. Et puis ben, j'ai compris forcément longtemps après pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens qui n'aimaient pas La Menace Fantôme ou qui étaient très critiques vis-à-vis de la prélogie. Et tu les as revus à la baisse après l'épisode 1, 2, 3? Quand ils sont sortis, tu étais tout le temps dans l'euphorie Star Wars, ou au fil des années, même quand tu as vu, je sais pas, le 2 et 3, tu te dis, ouais, il y a quand même des trucs qui vont pas dans la prélogie, ou vraiment tu étais à fond dedans? Oh non, bah en fait, après que le 2 soit sorti, parce que j'ai un petit peu plus de mal avec le 2, là je me suis dit, que je me souviens, autant le 3 je l'attendais, parce que c'était vraiment Anakin Skywalker qui allait devenir Dark Vador, etc. Donc vraiment, moi, je me réjouissais. Mais je me rappelle bien, parce qu'à l'époque, on m'avait réoffert la trilogie originale rééditée en DVD, et à chaque fois que je me repassais, ben voilà, autant les 4, 5, 6, je me suis dit, j'ai quasi tout le temps envie de les revoir, autant les épisodes 1 et 2, des fois, je devais me forcer, parce que je me dis... autant La Menace Fantôme, il y a des parties qui me plaisent bien, je veux dire pas à tout, mais voilà, le duel au sabre entre Darth Maul et les Jedi, etc. Même la course de Podresseur, bon, voilà, il y a quand même un moment que je retiens. Autant l'Attaque des clones, là, j'ai toujours été très critique parce que moi, je trouve que le dernier acte du film, enfin, après, c'est mon avis, mais a franchement mal vieilli.
voilà, visuellement, j'ai limite l'impression maintenant que je vois le film de voir une espèce de cinématique de PS2, quand je vais le dire comme ça. C'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. Et moi, je me disais, à part Christopher Lee, je vais dire, qui, voilà, de par son charisme ou quoi, le reste, et surtout qu'en plus, avant, ça, j'en ai pas parlé, mais ça a aussi été un choc pour ma cinéphilie. Il y a eu en 2001 un petit film comme ça sorti de nulle part, donc Le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, je suis ironique évidemment ici. Et en fait, je dois bien reconnaître que même si j'ai adoré le film, j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait, moi j'avais lu les romans de Tolkien un peu avant. Et en fait, mon goût pour Tolkien est venu directement de ma passion pour Star Wars, pour le dire comme ça. En fait, comme Star Wars a éveillé un petit peu mon goût pour la fantasy, la science-fiction, etc. C'est ma marraine qui m'avait offert à 11 ans la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc en roman. Et je les ai dévorés. Pourtant, c'était quand même des briques, mais je les ai dévorés très rapidement. Moi, je me souviens, je revenais de l'école, j'avais qu'une envie après les devoirs, c'était de les relire. Ça m'étonne à ton jeune âge, quand tu avais quoi en 2001, enfin 2000-2001, tu avais quoi, 11-12 ans. Moi, je connais peu de personnes de mon entourage qui, à 11-12 ans, étaient motivées à lire des grosses briques de Tolkien quand même. Il fallait s'accrocher quand même. Et en fait, moi, je me disais que, alors au début, c'est vrai, notamment dans la communauté de l'anneau, dans le livre, il y a énormément de descriptions, etc. Mais je trouve que plus on avance, plus on est à fond dedans, quoi. Je veux dire, on a la communauté qui se forme, etc. Enfin, moi, vraiment. Et alors, je me rappelle parce que les deux films sont sortis presque en même temps. Donc, il y a eu Harry Potter à l'école des sorciers, puis 2 semaines après, je pense, 2-3 semaines après, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ouais, les deux étaient sortis en décembre 2001. Pendant 3-4 ans, c'était tout le temps ça. Décembre 2001, tu avais l'affrontement Harry Potter, Seigneur des Anneaux. On savait, quand c'était les périodes de Noël, on savait très bien pourquoi on allait au cinéma à l'époque. Tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Harry Potter, moi, je les avais lus. Voilà, j'avais aimé les romans. Enfin, c'était plus ma sœur qui était plus broche Harry Potter, mais bon, je les avais lus. J'étais allé voir le film avec l'école, c'est notre cadeau de Noël. Et franchement, je faisais partie des rares personnes à l'époque à avoir détesté vraiment Harry Potter à l'école des sorciers. Mais vraiment, j'avais même crié, enfin, c'était à ce point-là, que je trouvais que le film était limite une trahison par rapport au livre. Enfin, vraiment, moi, autant, j'avais pas adoré le livre, je l'avais bien aimé, mais pour moi, j'avais l'impression qu'il manquait un peu d'âme dans le film. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas par rapport à ce que tu avais vu avec Le Seigneur des Anneaux et que peut-être tu avais forcément fait la comparaison? Après, je me disais, il y avait comme ça quelques petites similitudes. Voilà, Dumbledore, Gandalf ou des choses comme ça, mais sans arriver à distinguer les deux univers. Je pense que ce qui m'avait dérangé dans le film Harry Potter, c'est le fait que je me dis, mais tiens, il manque tel détail, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas rajouté, etc. Et c'est, je sais pas, j'étais. Après, on était quand même, je me rappelle, 3 ou 4 à avoir été un peu déçus. Et je me souviens que quelques semaines plus tard, après congé de Noël, père qui disait on va aller voir Le Seigneur des Anneaux, et j'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit j'espère que ça va aller, quoi. J'espère que je vais pas me sentir, j'espère que je vais l'aimer. Et en fait, contre toute attente, je l'ai vraiment adoré. Mais vraiment, même si, cinématographiquement parlant, c'était vraiment une grosse claque, je vais le dire comme ça. Parce que j'avais l'impression que même si oui, l'adaptation, il y a quelques libertés quand même, hein, on peut le dire, prises par rapport au livre ou quoi, j'avais vraiment l'impression que Peter Jackson avait vraiment respecté à fond tout l'univers de Tolkien, la comté, le Mordor, l'Isengard, etc. Enfin, j'avais l'impression de littéralement revivre le livre. Et donc vraiment, ça a été vraiment tout le contraire d'Harry Potter, quoi. Je veux dire, là, je m'étais dit, voilà, là, c'est ce que je cherchais. Il y a une âme, il y a la fidélité au texte, au roman. Et je pense que le premier film que j'ai le plus attendu de toute ma vie, plus encore que La Menace Fantôme, je pense, c'était Belle et Deux Tours, en fait, en 2002. Et d'ailleurs, ça, c'est... Moi, disons que la même année, en 2002, bon, forcément, comme toi, la communauté de l'anneau, j'avais adoré. Moi, j'avais bien apprécié Harry Potter, même si voilà, j'étais pas encore familier à cet univers. Mais en 2002, il y avait aussi un gros événement. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu banal, les films de super-héros, mais on avait eu X-Men, on avait eu Blade, mais en 2002, t'as le premier Spider-Man de Sam Raimi qui sort en salle. Ouais, c'était quelque chose quand même. Alors, forcément, j'aurais toujours un truc avec la trilogie de Sam Raimi, parce que c'était les films auxquels toute ma famille, on allait le voir en salle. Et, voilà, on sortait de la séance, on était juste là, moi et ma soeur, on se prenait pour Spider-Man, parce que tu dis, ouais, Sam Raimi, il avait réussi son coup. Oui, moi je l'avais vu aussi au cinéma. Je me rappelle, c'était avec ma mère et
et ma sœur, et j'avais pas forcément d'attente particulière, même si j'avais déjà vu en termes de super-héros le Superman de Richard Donner, les 2 premiers Batman de Tim Burton, et je me souviens que d'ailleurs pour le premier Spider-Man de Sam Raimi, je veux dire des amis comme ça du lycée, etc., qui disaient, qui en parlaient beaucoup, qui disaient oui, apparemment il a battu tous les records lors de son premier week-end aux États-Unis. En fait, c'était vraiment, moi je me rappelle quand il est sorti, c'était quand même un gros événement. Il a d'ailleurs cartonné. Et honnêtement, moi je l'avais beaucoup aimé, quoi. Mais je me souviens qu'on l'avait tous bien aimé. Ma mère avait aimé, ma sœur aussi. Mais après, pour Spider-Man, moi, ça a surtout été le 2. Le 2 qui est pour moi mon préféré de la trilogie. Et là, vraiment, j'avais préféré le 2 au premier. Mais c'est vraiment le 2 qui moi, parce que j'avais l'impression, en voyant Spider-Man 2, de voir à la fois un très bon film de super-héros et en même temps presque une œuvre d'auteur, je vais le dire comme ça, parce que j'ai l'impression que pour le coup, Sam Raimi, il s'est fait plaisir. Voilà, la séquence de l'hôpital avec le réveil d'Octopus, où je repense parce que j'étais allé le voir avec des potes et il y avait mes potes qui disaient, oui, en fait, ce gars-là, il a fait les Evil Dead et il était branché horreur et il adorait retrouver ça. Donc, on va un petit peu avancer par la suite, mais du coup, avec toutes ces années vraiment à développer un petit peu ta cinéphilie, avec le recul, qu'est-ce qui fait que le cinéma est un art à part et que vraiment, encore aujourd'hui, ça t'a vraiment, tu es vraiment attaché au cinéma? Qu'est-ce que le cinéma a de plus des autres arts qui fait que tu vraiment t'as un rapport particulier? C'est-à-dire que pour moi, le cinéma est vraiment, je dis toujours, l'art le plus rassembleur qui soit. C'est-à-dire que dans le cinéma, on a à la fois des comédiens, comme au théâtre, on a également de la musique, on a également, je veux dire, des scénarios, voilà, des scénarios écrits. Et moi, je trouve que voir un art comme ça, rassembleur, c'est ce qui m'a toujours aussi attiré. Et c'est encore une fois l'éclectisme aussi du cinéma, le fait qu'il y en a vraiment pour, je vais dire, pour tous les goûts. Voilà, il y a par exemple ceux qui aiment bien le cinéma d'horreur, d'autres la fantasy, d'autres les drames, etc. Et c'est vraiment ça, le fait de concilier à la fois la narration et le visuel, c'est tout ça qui, moi, m'a fasciné. Et d'ailleurs, depuis mon plus jeune âge, moi, je me souviens, à chaque fois que je devais aller au cinéma avec les parents ou les amis ou quoi, j'ai toujours pris ça comme un événement, quoi, je veux dire. Donc, et pour le dire aussi brièvement, mon premier passeur, comme je dis souvent en matière de cinéma, ça a été mon père qui a très vite compris que je m'intéressais au cinéma, qui m'a offert le premier numéro des Cahiers du cinéma. Je me rappelle, c'était en mai 2007. Donc j'avais 17 ans et demi. Et déjà, avec les Cahiers du cinéma, ça m'a aidé parce que les Cahiers du cinéma, qu'on aime ou pas, voilà, ils ont une vision bien particulière du cinéma, etc. Et le fait que justement, qu'ils privilégient autre chose que les films plus commerciaux ou quoi qu'on voit, ça m'avait ouvert les yeux. Et je vais dire, ça t'a permis un petit peu de voir un nouvel horizon du cinéma, que voilà, même si ce qu'on a cité, Star Wars, Seigneur des Anneaux, c'est dans le divertissement, des bons films de divertissement, mais ça t'a permis un petit peu de voir un petit peu d'autres flux, que ce soit le nouvel Hollywood, que ce soit la nouvelle vague française également aussi. Voilà. Le premier, je vais dire, grand auteur à m'avoir interpellé, c'est Stanley Kubrick, que j'ai découvert à l'âge de 16 ans. En fait, c'était parce qu'on avait diffusé Orange Mécanique à la télé. Et étant donné que j'avais 16 ans, mon père, qui l'avait déjà vu, me dit oui, vas-y, regarde-le. Et je me souviens que ce film, je vais être honnête, je ne vais pas dire qu'il m'avait traumatisé, mais il y avait des scènes qui m'avaient quand même marqué la rétine. Et après, j'avais eu envie justement de me renseigner sur Stanley Kubrick. Et c'est là que mon père m'avait offert également une belle bible qui s'appelle de Stanley Kubrick Archives, les archives de Stanley Kubrick, pour mon anglais. Et là, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Je l'ai dévoré assez rapidement. Et alors, mon père, après, pour ma Noël, m'a offert un gros coffret Stanley Kubrick. Et donc là, du coup, je les ai tous dévorés d'un coup. Barry Lyndon, Full Metal Jacket, etc. Donc, Kubrick, ça a vraiment été le premier choc. Même si avant, il y avait déjà eu Lucas et Spielberg, mais je veux dire vraiment Kubrick, c'était l'élément déclencheur qui m'a fait découvrir vraiment, je veux dire, d'autres grands maîtres. Après Kubrick, il y a eu Scorsese. Voilà, Scorsese, l'un des films phares de ma cinéphilie, ça a été aussi Les Affranchis.
Les Affranchis, pareil, je le découvre à 18 ans. Il m'avait encore plus impressionné que le Parrain, que j'avais vu un peu avant. J'avais adoré le Parrain, mais un autre film d'ailleurs, en restant un peu sur le Parrain, en fait sur Coppola, c'était Apocalypse Now. Ça, je me souviens quand j'avais vu Apocalypse Now, on m'avait offert à mes 17 ans. Ben, là-dessus aussi, là, je me suis dit, ben voilà, et je découvre qu'il existe vraiment du grand cinéma, vraiment avec des auteurs qui ont une vraie vision. Et ça, en fait, ça, je dirais que de mes 16 ans à mes 20 ans, ça a vraiment été la découverte des grands, ce que j'appelle les grands maîtres. Donc, Kubrick en premier lieu, puis Scorsese, puis Coppola, puis Lynch aussi. Donc, et Cronenberg aussi. Même si Cronenberg, je ne l'ai pas découvert avec le body horror, je l'ai découvert avec History of Violence. Et du coup, je voulais voir au niveau au fil des films que tu as regardés, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des genres auxquels tu es plus réceptif et d'autres auxquels tu as du mal? Est-ce que, par exemple, parce que tu parlais un petit peu d'horreur et tout ça, est-ce que l'horreur, tu as une distance avec ce genre ou tu as quand même regardé les Carpenter, les Romero, tout ça, ou clairement le cinéma d'horreur c'est pas trop ton truc, que ce soit ou la comédie ou le drame, est-ce qu'il y a un genre en particulier auquel t'es moins affilié? Honnêtement, la comédie musicale, c'est le genre auquel j'ai le moins, le genre avec lequel j'ai le moins d'affinité, quoi. C'est-à-dire que la comédie musicale, c'est peut-être tout bête dit comme ça, mais moi, quand je voyais par exemple dans les comédies musicales, voilà, des gens qui se mettent à parler comme ça normalement, puis qui se mettent à chanter, danser, etc. Je me dis, mais c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui me rebute un petit peu, etc. Même si il y a quand même une comédie musicale qui fait partie de mes films préférés, mais qui est quand même un peu différente, qui est Chantons sous la pluie, signé Lyndon Wayne, où là vraiment c'est bien simple. Quand j'ai un coup de blues ou quoi, je me repasse Chantons sous la pluie. Et moi c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Que j'adore aussi. C'est qui est aussi un de mes films de chevet. De Palma, ça c'est un peu paradoxal parce que je l'ai découvert bizarrement bien plus tard que Scorsese et compagnie, quoi. Je l'ai découvert que j'avais 25 ans, je vais dire, un peu De Palma, et ça fait d'ailleurs parfois rire certaines personnes quand je dis que j'ai découvert les films de Bergman avant ceux de De Palma. Voilà, c'était une fois. Sinon, oui, la comédie musicale, moi j'ai quand même beaucoup de mal, même si mon père m'avait fait découvrir notamment quelques classiques comme le West Side Story, l'original de Robert Wise. Et voilà, je reconnais, c'est un bon film, mais voilà, c'est toujours été un petit peu réceptif. Et alors l'autre genre avec lequel je suis un peu plus réceptif, c'est le cinéma d'horreur, en fait, même si... tu n'es pas réceptif? Oui, je ne suis pas réceptif, pardon. Voilà. Mais justement, avec les maîtres que tu citais tout à l'heure, voilà, tu citais Carpenter. Voilà, les films de Carpenter ou de Wes Craven, ça par exemple j'aime beaucoup. Voilà, par exemple la saga Scream, c'est une saga que j'adore. Pourtant je suis pas fan de films d'horreur, loin de là, mais en fait Scream, pourquoi est-ce que j'adore? C'est pour tout le côté méta, le côté réflexif et en même temps un petit peu ironique sur les genres du slasher, etc. Ça, pourtant il m'a fallu du temps, je veux dire, avant que je regarde Scream, parce que j'avais pas mal d'a priori. Et quand je l'ai découvert, là, je me suis dit, là, pour le coup, j'ai vraiment raté quelque chose, quoi. Donc, pareil, avant d'aller voir le 4, je m'étais refait la trilogie, quoi, je veux dire, de l'époque. Et voilà. Mais sinon, oui, mis à part l'horreur et la comédie musicale, mon genre de prédilection, c'est la science-fiction. Voilà. Parce que la science-fiction, il y a la découverte, je le disais tout à l'heure, aussi de Star Wars, même si Star Wars, c'est voilà, du space opéra un peu particulier. Il y a eu aussi 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure, mais je viens de me rappeler que le premier Kubrick que j'avais vu, c'est Orange Mécanique. En fait, pas exactement, c'était 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais en fait, j'avais 11 ans, et je vais être honnête, j'avais rien compris à l'époque. Voilà, c'est un peu le problème, le truc à l'époque. Là, que tout le monde me disait, oui, c'est de la SF, tu vas adorer. J'étais là, voilà, je savais pas quoi en penser. Surtout qu'en plus, à la même période, j'avais découvert Matrix aussi. Et là, pareil, Matrix, quasi tout le monde m'en parlait, quoi, les copains d'école primaire, etc. Donc, je me dis, il faut que je vois ça. Et alors, autant Matrix, au début, il m'avait fallu aussi un petit moment pour capter, etc. Puis après, pareil, mais de manière générale, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais toute la période 1999 jusqu'à 2002-2003, je dirais du premier Matrix jusqu'au premier Spider-Man de Sam Raimi à l'été 2002, j'avais l'impression que le cinéma hollywoodien changeait.
C'est-à-dire que, on le disait tout à l'heure, hein, ne fût-ce que pendant les fêtes de fin d'année, pendant 3 ans, enfin 2-3 ans, ça a été Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, etc. Alors que je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 90, il y avait toujours le Disney de Noël. Alors, il y avait peut-être aussi d'autres films ou quoi, mais bon, je me rappelle de ça avec mes yeux d'enfant. Et j'avais l'impression que fin des années 90, début 2000, il y avait d'autres films de divertissement comme ça qui étaient plus orientés, geek entre guillemets, quand je veux dire fantasy, etc., qui se mettaient en place. Et ça, je me suis dit à ce moment-là, pourtant j'étais encore tout jeune, je me dis tiens, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Et alors sinon, pour terminer par rapport à ça, quand j'ai obtenu mon diplôme de secondaire, moi je voulais m'orienter vers des études de cinéma. Je me suis orienté vers des études supérieures en communication où j'ai eu un cours d'histoire du cinéma. D'accord. C'est ça aussi où je voulais en venir. Je me dis, tiens, avec toute ta passion, je me dis, plutôt que de te lancer dans ce que tu fais actuellement, et c'est très bien, je me dis, pourquoi tu t'es pas lancé dans le cinéma, justement? Eh bien, en fait, parce que, d'une part, il y a beaucoup de pression, comme je vais dire. C'est surtout la pression, même si l'idée de faire un film, j'ai toujours trouvé ça très passionnant. J'ai d'ailleurs tout lu sur la manière de faire, lu pas mal d'ouvrages sur la manière de faire un film, etc. Et parce que voilà, moi je suis la vie de tous les jours, hein, un petit peu timide, etc. Et je me dis, est-ce que moi, si je réalise un film, est-ce que je me sentirais capable de tenir tête à des producteurs, par exemple, qui voudraient trop interférer dans mon travail, en me disant, tiens, il faut couper telle ou telle scène, etc. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un de sensible, mais je veux dire dans le bon sens du terme. Je suis pas quelqu'un de nerveux, je m'énerve très rarement. Bon, les rares fois où je me suis énervé, enfin bon voilà. Mais je pense que je perdrais vite patience et voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai préféré m'orienter vers autre chose et que je me suis senti plus à l'aise, d'abord dans la critique écrite, parce que j'ai quand même fait beaucoup de critiques écrites pendant 15 ans. J'avais même un Skyblog à l'époque, donc voilà, ça remonte. Et puis voilà, finalement, j'ai préféré, enfin, je me suis lancé dans l'aventure YouTube visuelle. Justement, avant qu'on commence aussi ton lancement sur la chaîne YouTube, tu parlais beaucoup un petit peu du cinéma américain qui a été une grosse source, hein, que ce soit Disney, les Star Wars, les Spider-Man, les Seigneurs des Anneaux. Mais je veux dire, aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui te marque un petit peu? Est-ce que je veux dire, il y a aussi d'autres cinémas, je veux dire le cinéma français, le cinéma italien, le cinéma allemand, le cinéma espagnol, le cinéma japonais, le cinéma hongkongais, le cinéma sud-coréen aussi qui est très présent, voire le cinéma belge. Est-ce qu'il y a aussi dans ces pays-là des auteurs aussi qui aujourd'hui t'ont marqué? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi maintenant, je privilégie davantage voilà, le cinéma français. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été le premier, si je puis dire, à défendre le cinéma français. C'est-à-dire, quand je lisais beaucoup sur les réseaux sociaux il y a quelques années que le cinéma français, c'est toujours des comédies merdiques, etc. Moi, je dis, mais non, en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a de très bonnes comédies françaises. Il y en a toujours eu, il y en a toujours. Il y a aussi d'excellents films policiers. Voilà, l'un de mes réalisateurs préférés, c'est Jean-Pierre Melville. Le Samouraï, c'est aussi l'un de mes films de chevet que j'ai découvert il y a un petit peu plus de 10 ans. Et d'ailleurs, un coffret Melville, chez moi. Et donc, le cinéma français, pour moi, très important. Le cinéma japonais, pareil. Moi, j'ai découvert Kurosawa en pleine adolescence. En pleine adolescence, 17-18 ans. Mais les 7 samouraïs, ça, pareil, j'ai été directement pris dedans. Mon père m'a aussi, il y a aussi Shoei Imamura, qui est un de mes cinéastes favoris aussi, Shoei Imamura. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, qui avait réalisé Le baiser de la femme insecte. Oui, la balade de Narayama aussi, qui est magnifique. Et j'avoue que Imamura, j'ai pas encore vu beaucoup de grands films de lui. Moi, j'ai vu pas mal de films de Kurosawa, de Mizoguchi. Et voilà, Mizoguchi, Les Amants crucifiés, qui est aussi l'un de mes films préférés, vraiment que j'adore. Et alors, troisième aussi, qui est Kobayashi. Kobayashi qui a réalisé sa trilogie La condition de l'homme. Et voilà, ça, ce film, c'est une pure merveille. Quand je vais dire, voilà, je me le suis mangé, je vais le dire comme ça a été très fort. Donc, le cinéma japonais, oui, j'ai pas mal d'affinités. Il y a aussi beaucoup le cinéma italien, où là, j'ai découvert coup sur coup un peu les grands maîtres, Fellini, Pasolini, Visconti, Antonioni. Celui que je préfère de loin, c'est Visconti. Voilà, un film comme Rocco et ses frères, pareil, ça a été l'un des premiers films avec lequel j'ai découvert Alain Delon.
Et moi, je trouvais, j'aimais bien le côté romanesque moi, de Rocco et ses frères aussi. Que j'aime aussi beaucoup les fresques et quand ça parle de la famille aussi, et qui a un côté social bien travaillé, ça me plaît pas mal aussi. Donc vraiment, c'est vraiment, outre le cinéma américain dont on a parlé un peu avant, mais les cinémas qui m'ont le plus marqué, oui, c'est le cinéma français dans son ensemble. Donc que ce soit la Nouvelle Vague ou même les films des années 30 avec Jean Gabin, etc. Le film de Jean Renoir aussi, j'aime beaucoup, Les Michel Jean Simon. Renoir, j'aime beaucoup. Et Henri-Georges Clouzot, qui est un réalisateur, que voilà, Les Diaboliques par exemple. À l'époque justement où je me passionnais pour Hitchcock, j'avais découvert Les Diaboliques, ça aussi était un choc. Et donc cinéma français, italien, japonais, ça a vraiment été mes trois grosses Madeleines de Proust. Puis il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu le cinéma suédois. Je parlais tout à l'heure d'Ingmar Bergman, mais Bergman, ça a été un très gros morceau aussi. D'ailleurs, Bergman, c'est drôle parce que je l'ai découvert, voilà, j'étais encore très jeune, j'avais 18-19 ans, et un film comme Persona, qui est quand même pas son plus accessible, moi, c'est un film qui m'a donné envie, justement, de découvrir davantage, et tous ces réalisateurs-là que je citais, ça s'est fait en fait un peu comme ça, c'est-à-dire que Bergman, je l'ai un peu découvert parce que c'était l'un des cinéastes de prédilection de Woody Allen, et voilà, et en me renseignant sur Woody Allen, quand il disait qu'il aimait bien Bergman, je me dis je vais tenter Bergman. Quand Almodovar disait qu'il adorait Hitchcock, etc., pareil, quoi. Donc je me suis orienté vers Hitchcock, etc. Donc pour moi, le cinéma, c'était aussi une sorte de passation, je disais. C'est ce qui fait aussi sa beauté, c'est qu'on en apprend toujours un peu plus, quoi. Je veux dire, on a toujours envie d'en savoir plus, d'en découvrir davantage. Il y a eu, j'en ai pas parlé, Orson Welles aussi, a été. Alors, on parle toujours de Citizen Kane. J'adore Citizen Kane, mais moi, le film que je préfère de Wells, c'est La Soif du mal. Le plan séquence d'ouverture et puis même la fin du film, moi, c'est l'une de mes fins préférées, je veux dire ouvertement. Et juste aussi, ça c'est pour la comédie américaine, Billy Wilder aussi a été un grand maître. Voilà, par exemple, je me rappelle l'avoir vu en rétrospective Some Like It Hot, donc certains l'aiment chaud. Et pour la petite histoire, j'étais content parce que à l'époque où j'ai été un petit peu enseignant, mais pas longtemps, je veux dire, voilà, on m'avait donné comme thème la comédie, et alors j'avais proposé à l'enseignant ce film-là, certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Au début, ils étaient un peu réceptifs, ils vont me dire est-ce qu'ils vont rire ou quoi. Et je me dis oui, à mon avis, les quiproquos comiques de situation, ça va les faire rire. Et en fait, j'avais raison parce que ils ont rigolé pendant tout le film en fait, donc parce que et c'est là que je me suis rendu compte. Mais après Billy Wilder, génie de la comédie, je veux dire génie tout court, et donc vraiment j'étais un peu content parce que voilà, faire découvrir comme ça à des adolescents des films qui sont quand même pas tout récents, qui sont même assez anciens, et donc voilà, le cinéma ne cesse de m'impressionner que pour tout ça, quoi, en fait. Et d'accord. Et je vais aussi en venir un petit peu, comme tu dis, le cinéma, c'est encore un art qui existe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du cinéma actuel, dans sa globalité? Et aujourd'hui, tu parlais un petit peu que tu avais une affinité avec le cinéma américain, mais français, italien et japonais. Aujourd'hui, c'est quel cinéma qui te parle le plus actuellement? Alors aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que tu penses du cinéma dans sa globalité, et vraiment quel est le pays auquel tu es beaucoup plus lié aujourd'hui? Alors, le pays auquel je suis le plus lié aujourd'hui en termes de cinéma, c'est le cinéma français. Voilà, parce que je me rends compte que quand je fais notamment mes classements de fin d'année avec les films que j'ai vus année ou quoi, c'est souvent une majorité de films français. Je me rends compte dans mon top de fin d'année, tous les styles différents, drames sociaux, comédie, etc. Et je me rends compte que le cinéma français, c'est celui vers lequel j'ai le plus envie de me tourner. Voilà, il y a un réalisateur français assez atypique dont je découvre la carrière en ce moment, qui est Bruno Dumont. Alors, je sais bien que c'est un réalisateur qui divise un peu. On l'aime, on l'aime pas. Mais voilà, moi, son film L'Humanité, ça a été l'une de mes plus belles découvertes de ce début d'année, quoi. Vraiment, je l'ai découvert en DVD. Un film fait avec des acteurs non professionnels, fait vraiment très maîtrisé. Vraiment. Tu l'as vu, l'Empire? Oui, je l'ai vu et j'ai bien aimé. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est le premier film de Bruno Dumont que j'ai vu, et voilà. Et j'ai vu par après qu'il y avait des avis qui étaient assez mitigés, etc. Mais moi,
je suis arrivé à rentrer dans le délire, etc. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai une affinité de base avec le space opéra ou quoi, ça je ne sais pas, mais là, ça m'a plutôt plu. Donc, mais voilà, je dirais que c'est plus le cinéma français avec lequel j'ai une affinité actuelle. Le cinéma américain, enfin, en tout cas le cinéma américain de divertissement pour le moment, c'est pas trop ça, quoi, je vais dire. Tout simplement parce que, bon, je vais pas forcément dire de nouvelles choses par rapport à ça, mais l'état actuel du cinéma de divertissement, moi je trouve qu'on est depuis quand même une bonne dizaine maintenant, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on est dans ce qu'on appelle les legacy sequels, donc voilà, Indiana Jones, Ghostbusters, Star Wars, etc. On joue à fond la carte de la nostalgie, mais comme on disait, moi c'est pas que ça me dérange, mais voilà les Marvel. Et à un moment donné, il y avait un pote qui me faisait la réflexion récemment, qui n'est pas forcément cinéphile, mais qui m'a dit, j'ai l'impression, qui dit que, voilà, pendant 10 ans, on a eu, en fait, c'est lui qui disait ça, pratiquement que du Marvel, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de vide. Et il me disait, quand on voit le cinéma américain de divertissement, on a l'impression qu'il n'y en a plus que pour Marvel et DC. Et c'est vrai qu'en y repensant, moi, je trouve ça dommage qu'on ne propose pas, je veux dire, vraiment des nouvelles choses comme... Voilà, ça a été le cas dans les années 80 où on avait quand même eu pour la seule année 84, j'étais pas né, mais voilà, en 84, il y avait quand même eu Terminator, Gremlins, Ghostbusters, quand même des films qui ont marqué les générations et qui sont cultes depuis. Et moi, c'est vrai que maintenant, ça me manque un peu. Je reproche au cinéma de divertissement américain actuel de manquer un petit peu de nouveauté, même si, voilà, récemment, il y a... Mais pour moi, c'est pas tout à fait un blockbuster. Il y a eu Civil War que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et The Creator aussi. L'année dernière, j'avais plutôt bien apprécié The Creator. Alors, The Creator, moi, j'ai un petit peu plus de réserve. Je ne l'ai pas détesté, mais voilà, Mais en tout cas, moi, je me dis que d'un côté, heureusement qu'il existe encore, voilà, des personnes comme Alex Garland ou comme Gareth Edwards, par exemple, voire même des vieux briscards, je les appelle comme ça gentiment, comme James Cameron ou George Miller, qui sont là. Scorsese, voilà. Ou prochainement, ça d'ailleurs, c'est le film que j'attends le plus cette année, Coppola, avec Megalopolis, où vraiment, je me réjouis de le voir. Je me suis dit, heureusement qu'il reste encore, dire la génération quoi, qui est là pour encore nous en mettre plein la vue, quoi, je vais dire, quoi, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, simplement, quand je suis sorti de la projection d'Avatar 2, bon, pour ce qu'on veut du film, moi, je me suis dit, j'ai eu l'impression que Cameron, à travers son film, mais on le sait, Cameron a souvent été très critique envers le MCU à juste titre. Moi, j'ai eu l'impression que Cameron s'est dit en faisant le film, s'il disait à Kevin Feige, tu vois, c'est à ça que doit ressembler un vrai film de divertissement populaire. Voilà, c'est comme ça. C'est pas, on fait des blagues pour désamorcer l'attention toutes les 2 minutes. Voilà, on reste sérieux pendant tout le film. On divertit tout en restant sérieux. Et voilà. Mais ça me manque un peu. Enfin, moi, ce que j'aimerais bien, pour le dire comme ça, c'est qu'il y ait quelqu'un dans le cinéma américain de divertissement qui arrive comme ça avec un projet tout neuf ou quoi, et qui arrive à vraiment concilier tout le monde, quoi, je veux dire, c'est-à-dire critique, grand public, fans, etc. Bon, ici, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Christopher Nolan avec Oppenheimer. Oppenheimer, moi, je me souviens, il y a un an d'ici, tout le monde en parlait, limite comme d'un futur échec. Il y a tout le monde qui dit non, mais ça va intéresser personne à un film de 3 heures sur Oppenheimer, etc. Ils vont tout attendre, le film a cartonné. Ça a été le deuxième plus gros succès de l'année 2023 derrière Barbie, tu vois. Et voilà, donc ça, c'est par rapport au cinéma américain de divertissement. Maintenant, simplement par rapport au cinéma américain indépendant. Ce que j'allais dire, justement, les auteurs un petit peu américains, est-ce que toi, je te connais, tu aimes beaucoup des cinéastes comme Larry Clark ou Greg Araki, justement, comment se porte le cinéma indépendant américain? Eh ben, en fait, moi, justement, je trouve qu'il y a peu, j'avais l'impression que on avait tendance à raconter toujours un peu les mêmes choses, c'est-à-dire, on traitait souvent comme ça des laissés pour compte de l'Amérique profonde, un petit peu des rednecks, de cette autre Amérique, je vais appeler comme ça, et là, l'Amérique des marginaux, des gens qui n'ont pas droit aux frais médicaux, etc. Et je me dis, à un moment donné, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est redondant. Et alors, jusqu'à la découverte du film Reality, avec une actrice, je pense, que nous apprécions beaucoup, aussi fini pour pas la citer, je me suis dit, voilà, ça c'est un film indépendant que
qui pour moi me fait du bien parce que voilà, c'est pas un drame social, c'est un film. Bon après c'est basé, c'est une histoire vraie, quand je veux dire, mais je me dis avec vraiment très peu de moyens, parce que le film il est très court en plus, hein, je crois qu'il dure un petit peu moins d'1 heure et demie. Je me suis dit mais 1h20, comme ça. 1h20. Et je me suis dit mais en 1h20 on arrive à faire un truc très palpitant. En plus interprété quand même, je me dis par une jeune actrice qui, pour moi jusqu'à présent, bon elle est encore au début de carrière, mais ce que j'ai pu voir de Sydney Sweeney, pour moi, c'est son meilleur rôle. Et je me dis, c'est quand même pas un rôle facile à jouer en plus. Donc, et je me dis, si pour le cinéma américain indépendant, ça peut servir de modèle, parce que, voilà, là-dessus aussi, à un moment donné, j'avais un peu l'impression de revoir les mêmes choses, etc. Et alors, juste pour dire que, oui, par rapport à Larry Clark et Greg Araki, par exemple, qui sont effectivement des réalisateurs que j'aime beaucoup. Je trouve que maintenant, les teen movies, l'impression que c'est un sous-genre qui a un petit peu disparu, je me dis maintenant, et je me dis que ce serait bien de voir un peu un gars comme ça, comme Larry Clark, Greg Araki ou Harmony Korine, par exemple, dans un autre style, Todd Solondz, voilà, qui viennent un peu jouer les trublions, les provocateurs, et qui... Bon, on avait à une époque, on avait des mecs comme John Hughes dans les années 80 avec The Breakfast Club. On avait encore aujourd'hui, même s'il est plus dans la comédie, mais ils nous disent quand même énormément de choses, des mecs comme Judd Apatow aussi. Bien sûr. Judd Apatow, que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, dont j'ai dévoré la filmographie d'une traite, en fait. Donc, par contre, je trouve juste que pour les Français, en France, ces titres français sont juste horribles. C'est vraiment, ils sont pas du tout vendeurs de ces films. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai une anecdote. J'avais un pote une fois qui avait vu chez moi 40 ans mode d'emploi, 40 ans toujours puceau. Il m'a dit, mais ce gars-là, il a la phobie de la quarantaine, en fait. Qui me dit, voilà, mais il savait pas qu'il était Judd Apatow, mais il m'a dit, il a un problème avec la quarantaine, qu'il me dit, parce qu'il pensait même que ça me fait rire que 40 ans mode d'emploi était la suite de 40 ans toujours puceau. Puis je dis, non, en fait, c'est deux films complètement différents. Mais voilà, c'est juste une petite anecdote comme ça qui me revient, mais qui était amusante. Mais... D'accord. Voilà. On va en venir un petit peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, à ton lancement sur YouTube. Comment un petit peu ça s'est dégoupillé tout ça? Quel a été un moment le déclencheur? Alors bien sûr, on en avait déjà parlé, tu as été un moment, tu avais rencontré les membres de la chaîne des rendez-vous des cinéphiles, mais à quel moment tu t'es dit, je sais pas, peut-être tu as vu certains youtubeurs qui t'ont inspiré, qui sont là depuis quelques années, et tu t'es dit, mais moi aussi je peux prendre une caméra et me filmer par les cinémas. Ça a été quel moment, quel a été le déclencheur pour te lancer sur YouTube avec la création de ta chaîne Cinéclectisme? Alors le déclencheur, ça a été quand j'ai vu qu'il existait des lives sur YouTube, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, parce que j'ai suivi pas mal de youtubeurs cinéphiles. Le premier, ça a été oh, punaise, ça y est, excuse-moi, mais là j'ai juste un petit trou. Le Fossoyeur. Voilà, merci, le Fossoyeur. Je sais pas pourquoi je suis retombé. Et je me suis dit, j'aimais bien ces vidéos. J'aimais bien. Je me dis, et puis surtout parce que je me dis, quelqu'un qui parle de cinéma sur YouTube, je me dis c'est intéressant. En plus, j'ai le souvenir qu'il parlait de l'actualité, mais pas que. Il faisait aussi, dans mon souvenir, comme ça, des focus, parfois sur des bons réalisateurs aussi. Et bon, après, il y a eu aussi un petit peu, il est venu presque en même temps, et je veux dire, Durandal, dont voilà, j'ai suivi un peu ses vidéos sur Star Wars, etc. Et puis après, il y a eu aussi d'autres découvertes. Il y a eu aussi anciennement Critique Masquée aussi, qui est revenu un peu sur YouTube. Et en fait, vraiment, l'élément déclencheur, c'est quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire des lives sur YouTube. Donc, quand je voyais, par exemple, parfois différents YouTubeurs, je les cite comme ça, les Merrej, Dirty Tommy, etc., qui se réunissaient. Et alors après, j'ai découvert après que sur le groupe Facebook Cinéphile, il y avait la même chose. Je me dis, tiens, ils font des lives aussi. Et c'est en jetant un petit coup d'œil sur l'un des premiers lives du Rendez-vous des Cinéphiles que j'ai contacté l'administrateur, je vais appeler Denis, et que voilà, je me suis présenté, voilà, et Denis, mon salut au passage. Je me suis présenté, je lui ai dit, voilà, je suis intéressé. Denis m'a dit, pas de problème. Donc, on s'est d'abord donné rendez-vous. On a parlé pendant une petite demi-heure comme ça entre nous. Hein, on s'est présenté, etc. Et alors, il m'a dit, si ça t'intéresse, tu feras le prochain live avec nous, etc. Et c'est là que ça s'est mis en place parce que, en plus,
Bon, je rigole ici parce que le premier film dont je leur ai parlé, c'est un film qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin en 2017, un film roumain. Enfin, j'ai encore, excuse-moi, encore un petit coup de mémoire comme ça. Mais le film, en fait, ça va te faire rire, mais c'est un film, en fait, c'est une comédie, mais qui est très trash. Mais je vais te le dire, en fait, la scène d'ouverture du film, c'est une sextape, en fait. Mais quoi, comme ça. Alors, je me souviens, j'avais posé la question à Denis, je lui avais dit que Denis m'a dit, tu peux faire la critique du dernier film que tu as vu. Ben, je lui ai dit, le dernier film que j'ai vu, c'est ça. Et est-ce que ça va plaire, etc. Et Denis qui me dit, ouais, Tracasse, ils sont ouverts d'esprit, etc. Et je commence à en parler. Je vois qu'il y a 2-3 personnes qui étaient là qui m'ont dit, ah, attends, ça m'intéresse et je vais me renseigner. Ah ben, il passe toujours au Gaumont-Parnasse, etc. Donc, C'était Touch Me Not, c'est ça? C'était. Roma d'Adina Pintile, Touch Me Not. Ou alors, parce que je regarde juste. Ou Coréam, Ildiko Enyedi, non? Voilà, pardon, j'ai retrouvé le titre, c'était Bad Luck Banging or Looney Porn. Voilà, c'est un long nom. Le réalisateur Radu Jude. Voilà. Et, c'est 2021 alors, c'est Bad Luck Banging en 2021. C'est ça, 2021. Et donc voilà, donc le film s'ouvre sur une sextape, mais que, pardon de le dire, hein, mais qu'on peut trouver sur n'importe quel site du genre, voilà, je vais le dire comme ça. Et mais après, voilà, c'est un film qui traite de la vulgarité de la société, etc. Et bref, j'avais commencé par ça. Et alors, à la fin du live, donc au débriefing, Denis me dit, écoute, pour une première, c'était bien, c'était intéressant, etc. Mais je t'avoue que j'avais un peu peur parce que je me dis, ben ouais, mais si jamais, on sait jamais, il y a des gens prudes ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, pas du tout. Et Denis, après, m'a réinvité par la suite pour d'autres lives où j'ai également fait la connaissance d'un autre youtubeur que tu connais, Beau Parleur, voilà, pas le nommer, que je vais saluer. On salue aussi. Et ça s'est mis en place comme ça, donc on a fait comme ça pas mal de lives. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit que j'ai eu comme des envies de lancer ma chaîne YouTube parce que justement, Beau Parleur, que je citais récemment, que j'ai découvert via les lives, je me suis dit, je vais aller faire un tour sur sa chaîne. Et moi, son contenu, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a une chaîne aussi, il aborde beaucoup de genres, etc. Et je m'étais dit, si un jour je vais ouvrir une chaîne YouTube, c'est ça que je veux faire. Je veux pas parler que de l'actualité, je ne veux pas parler que des gros blockbusters qui vont faire des entrées, je veux pouvoir parler vraiment du cinéma dans son ensemble. C'est ça qui m'a donné envie de le faire. Et il y a un autre youtubeur que je salue aussi au passage, Stéphane Villeneuve, dont le nom de la chaîne est Les Films du Vendredi, que j'ai lui aussi découvert par les lives du rendez-vous des cinéphiles. Et au début, en fait, c'est pas que je n'osais pas me lancer, mais j'adorais mes critiques écrites. C'est-à-dire que voilà, moi, je le disais, moi, écrire sur des films, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et en plus que sur le groupe Facebook Cinéphile, tout le monde me disait, ah, tes critiques sont bien, etc. Donc je me dis, voilà, moi je m'amuse, ça m'amuse beaucoup. Et c'est au fur et à mesure des lives que je me suis dit, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Et au final, je me suis lancé il y a 3 mois. Mais pour vraiment bien répondre, ça fait 2 ans quand même, 2 ans que l'idée me trottait dans la tête. Mais après, je me posais pas mal de questions et je me suis dit, oui, mais l'algorithme achète, etc. Et c'est d'autres personnes qui m'ont convaincu en me disant, écoute, t'occupe pas de l'algorithme, fais ce que tu veux. Justement, t'as plein d'idées, mets-les. Et en fait, l'objectif de ma chaîne, c'était vraiment de proposer un contenu différent. D'où le titre. Cinéclectisme. Voilà. C'est vraiment passer d'un genre cinématographique à un autre, d'un cinéma à un autre, parce que le cinéma, ce que je disais au tout début, c'est pour moi l'art le plus diversifié qui soit, et c'est pour ça que moi, admettons que si je commence à parler uniquement que du cinéma américain contemporain ou quoi, moi je vais vite m'ennuyer, voilà, comme ça j'aurai l'impression au bout d'un moment de un peu faire toujours la même chose, et pardon, j'ai mon chat qui s'invite. Pas de souci. Et voilà, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de me lancer sur YouTube, c'est à la fois pour parler de tous les types de cinéma, et aussi le deuxième motif, là c'est un peu plus personnel, mais voilà, c'est aussi pour avec un peu ma timidité, quoi, enfin, je veux dire, enfin, voilà, pour me sentir aussi un petit peu plus à l'aise, etc. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de me lancer dans des lives, parce que je me suis dit, on m'a toujours dit, voilà, la meilleure manière de vaincre ses peurs, c'est de s'y confronter. Et honnêtement, voilà, moi, je ne regrette absolument pas ma décision. Voilà. D'accord.
c'est pour ça aussi que on avait été dans le rendez-vous des Civi pour un live et du coup on avait été en contact et je t'avais fait participer. Ça fait déjà, je crois, le deuxième, troisième live. On avait fait le live Trendspotting, on avait fait un live sur l'actualité ciné il y a pas longtemps. Et je crois qu'on avait fait aussi un autre sujet. Là, j'ai plus d'idée. Je sais plus si je l'ai en tête, mais voilà. Et ça s'est vu que petit à petit, ça se voyait que tu étais à l'aise. Alors peut-être aussi comme c'était la première fois que tu venais chez moi, que tu n'étais pas encore ultra à l'aise, tu connaissais pas encore tout le monde, mais que ça s'est vu avec les autres invités qui étaient présents, que ce soit le beau parleur ou Red One aussi qu'on salue, qui m'a dit voilà François, c'est super intéressant ce qu'il dit, et c'était Red One qui me disait je pense que si on le pousse un petit peu, il y a moyen que vraiment dans les prochains lives il se lâche à l'écran, et ça s'est vu dans les fois où tu es venu par la suite, que vraiment tu étais beaucoup plus à l'aise à la caméra, tu étais vraiment moins caché, tu avais plus envie quand même de t'investir et de vraiment de développer tes idées, ta façon, tes pensées en fait par rapport à telle et telle œuvre. Donc c'était vraiment intéressant et c'est vraiment cool de voir aujourd'hui que t'as pris une autre ampleur dans YouTube Ciné, même si voilà, t'as commencé il y a 3 mois, mais tu montes petit à petit, et c'est bien aussi de voir tes analyses. Et je voulais savoir aussi au niveau de ton contenu, parce que de ce que je vois, tu fais aussi beaucoup de critiques face cam, mais que ce soit de l'actualité ou des films un peu plus anciens. Mais est-ce que par la suite, peut-être, t'as envie de varier un petit peu ta chaîne? Est-ce que t'as des idées peut-être de proposer peut-être des nouveaux contenus sur des sujets en particulier, pas forcément des films, mais genre parler d'une saga, faire des analyses de séquences, ou est-ce que tu as des idées en tête qui te viennent pour développer un petit peu le contenu de ta chaîne? Eh bien, en fait, justement, dernièrement, je réfléchissais déjà à peut-être quelques idées de live. C'est-à-dire que je me dis, tiens, est-ce que un avenir prochain, est-ce que par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure, hein, au Mégalopolis de Coppola, par exemple, bon, je me dis, même si faire un live sur Coppola ou quoi, ça prendrait pas mal de temps ou quoi, mais pourquoi pas, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'analyse de séquences. Par exemple, analyser, oui, pourquoi pas faire une vidéo où j'analyserai des séquences emblématiques d'Apocalypse Now et par exemple du Parrain. Bon, ici, je prends deux de ses plus grandes œuvres, mais même pourquoi pas. Il y a un film de Coppola qui est très mal aimé, que moi, pourtant, il me plaît bien, c'est Jack avec Robin Williams, parce que moi, je trouve que quoi qu'on en dise, il y a quand même la patte Coppola qui est là. Je me dis, pourquoi pas, par exemple, faire une analyse de séquence en Jack et expliquer en quoi c'est, même si c'est un film de commande, etc., en quoi c'est quand même un film où on sent bien quand même la touche Coppola, par exemple. Donc, quelques idées comme ça auxquelles je pense, des analyses de séquences, ou alors vraiment, mais ça, c'est vrai que ce sera assez vaste. Si je dois commencer à faire une vidéo sur le cinéma d'action congais, par exemple, mais là, je me dis, là, il faudrait vraiment que ça soit... Tu vas faire plaisir au beau parleur, là. Là, le beau parleur, il sera content. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais pour la petite histoire, c'est Beau Parleur qui m'a fait découvrir Kobayashi. Voilà, trilogie La condition de l'homme, etc. Je ris parce qu'il était d'ailleurs tout content quand on avait un petit groupe privé comme ça de conversation sur Facebook. J'avais mis une photo de moi avec mon coffret Kobayashi, ça a été le premier à me dire félicitations, etc. Enfin voilà, donc c'était... mais sacré film. Mais de Kobayashi, oui, la première fois c'était sur la partie 3 Spielberg. Voilà, maintenant ça me revient. Il va falloir qu'on reprenne d'ailleurs un moment. Mais alors après oui, mais maintenant si un jour je dois faire des vidéos d'analyse de séquences, là, il faudrait peut-être un petit peu plus de temps parce que forcément, pour être un petit peu plus concret, je vais dire que sur des critiques, je vais dire voilà de films, même si je le disais tout à l'heure à une amie du groupe cinéphile, je crois qu'on connaît Delphine. Voilà, c'est nous salue. J'expliquais d'ailleurs un peu à Delphine. Je lui dis, en fait, voilà, si je fais des vidéos de 20-25 minutes, ce qu'elle me disait, elle me dit, j'aime bien que tes vidéos soient longues, etc., parce que tu prends ton temps, etc. Je dis, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois, je me dis, je vais essayer de faire court, et souvent, j'ai des vidéos de 15-20 minutes, mais je me dis, en fait, je me rends compte que en fait, que je me fais toujours, avant de présenter mes vidéos, une espèce de fiche comme ça. C'est pour ça que 2-3 fois, on me voit de temps en temps
garde un petit peu en l'air ou quoi, parce que je me fais une sorte de fiche signalétique où je me dis, ben, d'abord, premier point, je vais parler du fond du film, puis de la mise en scène, etc. Et alors après, que voilà, j'aime pas étudier par cœur, etc. Mais je prends toujours le temps d'argumenter. Et à chaque fois, je me dis, voilà, allez, je vais essayer 10 minutes grand maximum. Et puis à chaque fois, c'est 15, puis 20. Puis... Mais, et en fait, j'ai l'impression, parce que j'en parlais justement avec Delphine ce matin, elle me dit, en fait, non, moi, je trouve qu'elle dit parce que je dis, j'ai peut-être un problème de diction. Elle me dit, non, tu parles tout à fait normalement. Mais ce qu'il y a, c'est que tant mieux, hein, qu'elle dit, tu rentres dans les détails, tu prends le temps qu'elle dit d'analyser tel type de plan. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand elle m'a parlé justement du fait qu'elle vient d'analyser les plans et les séquences ou quoi, je me suis dit justement, tiens, pourquoi pas un jour une vidéo d'analyse de séquences, etc. Mais parce que c'est vrai que je me dis, quand j'aurai un petit peu plus de moyens ou quoi, pourquoi pas, oui, me lancer vraiment dans le montage, par exemple. Et proposer toujours des vidéos plus travaillées, etc. Okay. On croise les doigts et puis ça permettra aussi à ta chaîne de passer un nouveau cap et puis peut-être aussi d'attirer un plus large public. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. On est à presque 1 heure d'entretien. Ça nous a permis vraiment d'en savoir beaucoup plus sur toi, sur ta vision du cinéma et c'était vraiment intéressant d'écouter parler. Je te propose qu'on enchaîne avec le film que tu as choisi, qui est sûrement l'un de tes films un petit peu de chevet. Et on va parler d'un cinéaste que moi je maîtrise pas vraiment. Je crois que j'ai vu 2 films, dont le sujet, dont le film du jour, à savoir La Ligne Rouge. Et avant que je te laisse un petit peu développer un petit peu ton rapport avec le cinéaste et avec le film, je te propose qu'on se regarde la bande-annonce de La Ligne Rouge pour se mettre un petit peu les idées en place. Ok ? Ok. C'est parti. Dans ce monde, un homme, seul, c'est rien. Et il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que celui-ci. J'ai vu un autre monde. Des fois, je me dis que je l'ai imaginé. Si je pars le premier, je t'attendrai là-bas. De l'autre côté des eaux obscures. Pourquoi j'aurais peur de mourir? Je t'appartiens. On va grimper cette colline là-haut. Elle vaut combien d'hommes, votre colline? Combien de vies? Il n'y a aucun refuge, sauf en toi et en moi. Allez! Allez! J'ai tué un homme. C'est le pire de tous les crimes. Et je ne serai pas puni. Qui que tu sois, ça ne change rien. Pour tout ton entraînement, tes nerfs en acier trempé, si t'es au mauvais endroit au mauvais moment, tu vas y passer. Donnez l'assaut immédiatement avec vous, madame valide! J'ai vécu 2 ans et demi avec eux, colonel. Je les enverrai pas à une mort certaine. Peut-être qu'il y a une âme commune à tous les hommes, qu'on en fait tous partie. Tous ces visages, c'est le même homme. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu vas changer, toi, tout seul, au milieu de ces massacres? Vous êtes trop sentimental, n'avez pas l'étoffe nécessaire. Quelqu'un est déjà mort dans vos bras, colonel. Qui a allumé cette flamme en nous? Grâce à toi, rien ne peut me toucher. Ni la douleur, ni la peine, ni même la mort. Magnifique bande-annonce, magnifique. Alors, La Ligne Rouge, c'est le 3e film de Terrence Malick. On va revenir un petit peu sur ce filmographie, qui a une filmographie assez atypique. Il avait commencé avec Lawton Mills en 1969, qui était un court-métrage. Puis après, il va enchaîner en 1973 avec La Balade sauvage. En 1978, Les Moissons du ciel. Et puis, gros trou noir pendant 20 ans.
pendant 20 ans, il va plus réaliser de films, et donc il va revenir avec La Ligne Rouge, qui d'ailleurs sera récompensé par l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Il va enchaîner après avec le Nouveau Monde en 2005, puis un petit peu aussi la consécration en 2011 avec The Tree of Life, qui gagnera la Palme d'Or à Cannes. Ensuite, l'année suivante, il va enchaîner avec À la Merveille, Knight of Cups en 2015, Voyage of Time au fil de la vie, qui est un documentaire en 2016, Song to Song, Une vie cachée en 2019, et normalement, prochainement, The Way of the Wild, qui va retracer les derniers jours de Jésus, si je dis pas de bêtises. C'est un gros projet aussi qu'il a tourné depuis 2019 et dont on attend toujours la sortie. Alors, moi, personnellement, de Terrence Malick, je crois que j'en ai vu que 2. J'ai vu La Ligne Rouge et The Flow of Life. C'est tout ce que j'ai vu de lui. Donc, du coup, je voulais savoir un petit peu avec toi, déjà, avant on développe un petit peu ton analyse de La Ligne Rouge, quel rapport tu entretiens un petit peu avec Terrence Malick? Eh bien, donc, Terrence Malick, moi, je l'ai vraiment découvert grâce à La Ligne Rouge, qui est vraiment le premier film que j'ai vu de lui. Et en fait, c'est vraiment quelques années après avoir découvert La Ligne Rouge que j'ai vraiment commencé à entendre parler de lui et de sa carrière. Et alors déjà, moi, ce qui m'a toujours frappé chez Malick, c'est vraiment tout le mystère qui l'entoure, en fait. Comme tu le disais, donc déjà le fait qu'il n'ait plus fait de film en 20 ans entre Les Moissons du Ciel et La Ligne Rouge. Et en plus, c'est vraiment tout juste 20 ans, quoi. Les Moissons du Ciel, sorti en 78, et La Ligne Rouge en 98, donc c'est vraiment carré. Et à l'époque, en fait, j'avais vu que tous les critiques se demandaient un peu où était passé justement Terrence Malick, etc. Il s'est exilé en France. Voilà. Donc il y avait, je veux dire, toute une aura de mystère comme ça autour de lui. Le fait aussi qu'à l'époque, il y avait très très peu de photos de lui ou d'images de lui qui circulaient. Le fait aussi, on disait, La Ligne Rouge a remporté l'Ours d'Or à Berlin, il n'est pas venu le chercher, donc il paraîtrait même qu'il n'était pas là lors de la cérémonie des Oscars en 99, dans laquelle La Ligne Rouge était nommée. Cette fois, il n'en a gagné aucune. Voilà. Il paraîtrait que Spielberg, quand il est allé chercher son Oscar de meilleur réalisateur pour Il faut sauver le soldat Ryan, a rendu hommage en guillemets à Terrence Malick en disant que voilà, qu'il aurait souhaité le rencontrer apparemment. Et mon rapport avec Malick, oui, moi à l'époque, c'est vraiment quand Le Nouveau Monde sort début 2006 que là j'avais commencé à lire des articles au sujet de Malick ou quoi, où tout le monde disait oui, il a encore fait que 4 films en 33 ans, c'est assez peu, etc. Et je me rendais pas encore tout à fait compte de tout ça. Et en fait, le Nouveau Monde aussi, qui est aussi un film que j'aime beaucoup. Voilà, mais pour moi, vraiment, pour moi, mon film fétiche de Malick, c'est vraiment La Ligne Rouge. Mais je me suis surtout intéressé à lui parce que je trouvais que ses thèmes étaient assez atypiques, assez intéressants. Donc on trouve comme ça son cinéma est empreint de philosophie, voilà. On retrouve également dans La Ligne Rouge, je veux dire, on voit comme ça dans La Ligne Rouge des soldats qui vont s'interroger un petit peu sur leur place, je vais dire, au sein de la Terre, comme je vais dire. Il y a aussi la nature qui est fortement présente au sein du cinéma de Malick. Je veux dire aussi bien dans son premier long métrage, La Balade sauvage, et ici dans La Ligne Rouge, moi c'est ce qui m'avait vraiment fasciné la première fois que j'ai vu le film, c'est j'avais l'impression que la nature était une sorte de témoin muet face à toute l'horreur de la guerre en fait. Donc quelque part, moi je l'avais un peu compris comme ça, les nombreuses plongées que l'on peut voir sur les arbres, les branches d'arbres ou les oiseaux, etc., qui volent, j'avais un petit peu l'impression que c'était, qu'il y a quand même une forte portée christique dans le cinéma de Malick, que c'est un petit peu comme si Dieu jugeait ce qui se passait sur Terre. Donc tout ce combat comme ça entre des hommes, voilà, La Ligne Rouge, c'est ça, c'est la guerre, c'est vraiment les Américains contre les Japonais. Le film se passe durant la Deuxième Guerre mondiale en 1942 dans le Pacifique. C'est la bataille de Guadalcanal, pardon.
Et le film est à la base l'adaptation d'un roman qui s'appelle La Ligne Rouge de James Jones, qui avait déjà été adapté en 1964 par Andrew Marton avec Keir Dullea et Jack Warden. J'ai pas vu cette version, mais il y avait un côté beaucoup plus existentialiste dans la première version. Au niveau de la narration était aussi beaucoup plus focalisée sur un personnage qui découvrait un petit peu l'enfer de cette bataille en tuant des Japonais et développer beaucoup plus la folie de la guerre, là où la version de Terrence Malick est beaucoup plus métaphysique, on va dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu l'avais déjà vu la première version, celle de 64, tu l'as vu ou pas? Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je reconnais que voilà, je n'ai pas lu le roman de base non plus. Parce que moi, La Ligne Rouge, c'est un film que j'ai découvert, j'étais encore assez jeune, et j'avais 12 ans. Et pour la petite histoire, en fait, La Ligne Rouge, donc j'avais vu la bande-annonce au cinéma en allant voir Babe 2 de George Miller, voilà, un truc comme ça. Et je me souviens, et en fait, je me permets de les comparer parce que voilà, ils sont sortis quand même à quelques mois d'intervalle. Il y a quelques mois avant, il y avait Il faut sauver le soldat Ryan, dont on a énormément parlé. Et La Ligne Rouge sort 3-4 mois plus tard. Et bref, je me souviens que quand j'ai vu la bande-annonce de La Ligne Rouge, je me disais, tiens, ça ressemble au soldat Ryan, etc. Même si c'était pas encore le genre de film que je regardais à ce moment-là. Et puis, j'avais entendu parler comme ça à la radio des journalistes qui parlent bien de La Ligne Rouge, etc. Jusqu'à sa diffusion 2 ans plus tard sur Canal+, où je n'avais pas Canal+, mais j'avais demandé à mon oncle, en fait, s'il pouvait me l'enregistrer, parce que j'étais assez attiré par La Ligne Rouge, et je me dis, est-ce que ça ressemble un peu au soldat Ryan, etc. Et pour la petite histoire, j'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan avant La Ligne Rouge. Il faut sauver le soldat Ryan, que je n'ai plus osé revoir avant un bon moment, parce que voilà, le début m'avait quelque peu marqué. Et en fait, dans La Ligne Rouge, j'avais l'impression de voir, parce que pour moi, bon, ça se présente comme ça d'une certaine manière comme un film de guerre, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est moi ce qui m'a frappé en premier lieu dans La Ligne Rouge, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, tout ce côté comme ça métaphysique, où on a chaque soldat qui va interroger sa propre condition finalement, et on le voit d'ailleurs dans le film qui vont s'adresser même comme ça intérieurement à Dieu en quelque sorte, en se disant, est-ce toi qui a voulu que je me retrouve là-bas, ou est-ce toi qui détermine l'homme que je vais devenir, etc. Enfin, à la fois, oui, interroge Dieu, mais on interroge aussi également l'âme. D'ailleurs, il y a un soldat qui dit « Oh mon âme, vers quoi veux-tu m'emmener ?» etc. Ça, je me suis dit, tiens, c'est très particulier, plus le fait que, on le disait tout à l'heure, Malick, c'est un grand amoureux de la nature, que la nature est voilà, dans La Ligne Rouge. Pour moi, c'est vraiment le témoin muet de toute l'horreur de la guerre. Bon, on a d'ailleurs un plan que je trouve magnifique. On va voir une branche d'herbe qui va être tachée de sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir une branche d'herbe filmée normalement, puis un coup de feu, puis une tache de sang qui va venir éclabousser la branche d'herbe. Ça m'avait frappé. Et alors moi, je pense à cette scène aussi où justement ils doivent monter sur la colline, et tu vois les soldats qui avancent petit à petit sans faire de bruit, et tu entends juste le bruit du vent. Et d'un coup, il y a au moment où ils se lèvent pour commencer à monter, et là, tu as les tirs qui commencent à enchaîner, ça tire de partout, et comment d'un petit calme, Terrence Malick peut partir dans l'action avec comme tu dis, avec toutes les horreurs de la guerre, mais il y a une violence visuelle auquel, c'est vrai que, comme j'ai dit, moi je suis pas habitué au cinéma de Terrence Malick, mais je pensais pas vraiment que Terrence Malick était capable de m'emmener dans de tels retranchements moraux, en tout cas, même si bon, il y avait le soldat Ryan qui était déjà assez choquant visuellement, mais de la part de Terrence Malick, qui développe vraiment petit à petit les tourments de la guerre pour nous emmener dans des scènes de guerre d'une telle atrocité. C'était quand même assez malaisant à l'époque. Oui, c'est ça. On retrouve oui, également le côté comme ça très violent de la guerre. Et alors aussi, pour l'avoir revu encore récemment, c'est vrai que je l'ai revu pas mal de fois, je remarque aussi que c'est quelque part un peu une interprétation personnelle. Je le vois un peu comme un film d'opposition, je vais dire un peu La Ligne Rouge. Donc on le disait, il y a l'opposition nature, violence, enfin violence de l'homme, enfin violence de la guerre.
Et je veux dire, voilà, quoi, l'homme. Un autre rapport d'opposition, bah, on a l'opposition entre d'un côté le capitaine humaniste joué par Elias Koteas, donc le capitaine Staros, qui lui, justement, ne veut pas envoyer ses hommes littéralement à la mort, et qui pour ça va s'opposer justement à l'ordre du colonel joué par Nick Nolte, Colonel Storm. Le colonel Storm, qui lui, justement, bah, il veut... lui, je veux dire, le bien-être des hommes, etc., c'est pas ce qui l'apporte le plus. Il veut vraiment avoir sa colline. Il le dit d'ailleurs plusieurs fois dans le film, hein, vous allez récupérer cette maudite colline, etc., quitte même à ce que les hommes, à ce qu'il y ait des morts ou quoi, je m'en fous, ça fait partie de la guerre. Enfin, il est très... Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au tout début, quand on nous présente le colonel Toll, donc Nick Nolte, on l'entend en voix off, enfin, même si la voix off, elle est plurielle, hein, je veux dire, dans le film, il y en a pas mal. On entend justement le vieux colonel, donc joué par Nick Nolte, ben voilà, qui rechigne un peu, qui dit je me suis cassé la tête pendant des années à cirer les pompes de l'état-major, etc., pour me retrouver dans cette guerre, etc. Donc on sent que c'est ça, il a envie de finir sa carrière sur un succès, en quelque sorte, c'est ça, sur une victoire. C'est le mot que je cherchais, il veut vraiment finir sa carrière sur une victoire, d'où le fait qu'il pousse vraiment je veux dire, les soldats à littéralement servir de chair à canon. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce qu'on voit vraiment deux hommes qui sont en opposition totale. Le capitaine Star Wars, qui va d'ailleurs, voilà, idéologique aussi. Bah, clairement, Nick Nolte, il est vraiment. On connaît Nick Nolte, sa carrière n'est plus approuvée, mais vraiment, je l'ai rarement vu autant habité par son personnage. Et je vais venir aussi, c'est que la ligne rouge a quand même un gros casting. Je veux dire, c'est tellement rare de voir une telle production avec un tel casting. Je veux dire, il y a Nick Nolte, Jim Caviezel, Sean Penn, Elias Koteas, Ben Chaplin, John Cusack, Adrian Brody, John C. Reilly, Woody Harrelson, Miranda Otto, Jared Leto, John Travolta. Alors John Travolta, je me souviens plus de sa présence. George Clooney, Nick Stahl ou encore Thomas Jane. C'est un truc de dingue. Et encore, là, c'est le casting, mais faut pas oublier qu'il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient aussi pressentis. Il y avait Edward Norton, DiCaprio, Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Nicolas Cage, Kevin Costner, Ethan Hawke ou encore William Baldwin qui s'était vu proposer un rôle, allant même jusqu'à rencontrer le réalisateur, mais qui avait refusé. C'est dire le projet juste démentiel du film. Et alors aussi, pour la petite anecdote, Mickey Rourke, mais qui a été coupé au montage aussi, apparemment. Ah, d'accord. Plus. Parce que, voilà, c'est apparemment. Et justement, par rapport à ça, on disait que Terrence Malick, de par sa rareté, attirait forcément l'attention, quoi. D'ailleurs, à l'époque où j'avais pas mal lu sur lui, t'es rendu compte que justement pas mal de stars rêvaient de tourner avec lui, parce que déjà, même si il a fait très peu de films, il faisait très peu de films à ce niveau-là, il était considéré déjà comme un grand cinéaste. Et en plus, parce que pour eux, ça faisait bien aussi de tourner avec Terrence Malick, quoi. Même le temps d'une scène, voilà, on évoquait tout à l'heure George Clooney. Il est vraiment, c'est limite. Il a 30 secondes, hein, 30 secondes. Voilà, il a 30 secondes et c'est vraiment à la toute fin, quoi. Je veux dire vraiment, voilà, genre on le voit, puis après, peut-être encore 2-3 plans comme ça de la nature, et puis le film se termine. Tu disais, pour moi, ceux qui retiennent le plus l'attention, il y a Nick Nolte qui est, complètement habité. Moi, j'ai beau avoir revu le film plusieurs fois, moi, il continue toujours à m'impressionner. Il y a Sean Penn aussi, je trouve, c'est aussi une de ses meilleures interprétations. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. On a Sean Penn qui, au départ, joue le rôle comme ça de sergent un peu cynique, un peu chercheur de misère, comme ça. Et justement, quand il dit au soldat Witt, qui est un soldat déserteur d'ailleurs, hein, qui lui dit réfléchis bien, je suis peut-être le meilleur ami que tu aies jamais eu. Et en fait, après, on comprend pourquoi est-ce qu'il lui dit ça. Qu'en fait, c'est pas qu'il ne le supporte pas, je veux dire, il l'aime bien, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui les oppose, c'est que le soldat Witt, pourquoi est-ce qu'il a déserté? Parce qu'il voulait, il le dit, hein, d'ailleurs, j'ai vu un autre monde, donc il croit la possibilité d'un autre monde loin de la guerre, posé, plus calme. Et il y a justement le sergent Welch, joué par Sean Penn, qui lui répète malheureusement, le monde, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là, et voilà, c'est comme ça, en gros. Et il y a une scène, quand j'ai vu le film, m'a pas mal touché, c'est
sais pas si on peut spoiler. Voilà, oui, oui. Après, on va. Le film dure 3 heures et après, voilà, de toute façon, c'est tiré d'un fait réel, la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas très grave. Donc, quand le soldat Witt meurt tué par les Japonais, après qu'on l'a enterré, je veux dire, et il y a le sergent Welch, donc Sean Penn, qui lui dit maintenant où est passée ta lumière. Et alors, on voit, la scène dure quelques secondes, mais on voit qu'il est réellement chagriné, je veux dire, on voit qu'il est réellement attristé, et ça, j'ai trouvé ça assez touchant, parce qu'au début, on pourrait penser qu'il ne l'aime pas, qu'en fait, voilà, que ce sont deux hommes assez opposés, et en fait, ils se comprennent, c'est juste qu'ils n'ont pas la même conception du monde, mais ils se comprennent bien, et moi, je dirais que le personnage joué par Sean Penn, c'est peut-être pour moi le des plus intéressants, parce qu'on va le voir aussi à un moment donné, on va voir comme ça un soldat qui est littéralement en train de mourir, d'agoniser, en souffrance. Sean Penn, enfin le sergent Welch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite courir pour aller, entre guillemets, lui sauver la vie, lui apporter de l'eau, etc. Puis il va revenir après rejoindre le capitaine, et le capitaine va lui dire « Ah, votre geste, c'est génial, vous aurez une médaille, etc. » Et le sergent lui dit « Écoutez, votre médaille, j'en ai rien à faire », qui dit vous pouvez la garder pour vous, si jamais vous me nommez dans votre rapport, je vous préviens, je vous casse les dents. Enfin voilà, il est vraiment, et c'est là qu'on sent que c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le croire, quoi. C'est pas juste un type cynique qui ronchonne, etc. Il est, en fait, c'est même plutôt un bon personnage, un personnage positif qui a son point de vue à lui sur le monde, mais qui sait qui est aussi quelqu'un de bien, comme je veux dire, à sa manière, mais voilà, quoi, il accepte le monde tel qu'il est. Voilà, c'est ce qu'il met en opposition avec le soldat Witt, par exemple. Ouais, en fait, de ce que je me souviens, le film développe surtout 3 grosses relations. On avait la relation entre le personnage du capitaine Staros et le colonel Storm, sur voilà, cette volonté, cette opposition entre aller dans cette colline, quitte à perdre des hommes, ce que le personnage de capitaine Staros n'est pas prêt à faire, parce que voilà, il a pas cette volonté quand même de garder ces hommes qu'il connaît depuis des années. On a cette relation amitié entre le sergent Welch et donc le soldat Witt, ce déserteur qui vont un petit peu se voir sur cet intérêt un petit peu de cette guerre, alors que justement il y a peut-être un autre monde où justement la guerre n'est pas présente. Et on a aussi un truc un peu plus intimiste entre le soldat Bell, qui est joué par Ben Chaplin, et en fait la relation qu'il entretient avec sa femme Marty, qui est jouée par Miranda Otto, qui ont une relation très fusionnel, très, très sexuel, et on le sent que le mec ne pas retrouver sa femme, vraiment le tue à petit feu physiquement. Et c'est une relation très intimiste, moins liée à l'action, mais qui est aussi tout aussi forte émotionnellement aussi. Oui, c'est ça aussi, d'autant plus que malheureusement, en ce qui concerne le soldat Bell, voilà, sa femme lui envoie quand même, à la fin du film, une lettre de rupture. Voilà, donc elle lui dit qu'elle a rencontré un autre homme, qu'elle avait beau lui avoir promis qu'elle l'attendrait, mais voilà, il se fait qu'elle a de nouveau rencontré l'amour. Alors lui, forcément, comme on nous le présente, et d'ailleurs, je trouve que les flashbacks comme ça sont plutôt bien faits. Enfin, pas flashbacks comme ça assez oniriques. Donc les images, pour moi, justement, de la femme de Belle, pour moi, ça fait un peu comme les images de la nature. C'est un peu comme ça, un peu hors du temps, quoi. C'est-à-dire, on a d'un côté l'horreur de la guerre et d'un autre côté des images comme ça, un petit peu plus poétiques, plus oniriques, avec la femme de Belle et de l'autre la nature. Et j'ai été aussi très touché par son histoire, parce que je me suis dit, il est fou d'amour pour sa femme. On sent que voilà, il a qu'une envie, c'est que la guerre se termine pour aller retrouver sa femme. Et finalement, et je trouve qu'en plus sa réaction finalement est humaine, parce que plutôt que de s'énerver ou quoi, bon, il est triste, et on comprend tout à fait. On veut dire voilà, sa femme lui annonce qu'elle veut rompre, donc forcément il est pas bien, mais en même temps, on comprend que c'est un bon personnage. Voilà, il va l'accepter parce que c'est comme ça, et que voilà, il y a des choses un peu comme dans la vie qu'on ne peut pas, contre lesquelles on ne peut rien, quoi, j'ai envie de dire, et c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et aussi, ce que j'aime bien aussi dans le cinéma de Malick, c'est que c'est aussi un réalisateur qui est très
c'est pas forcément un idéaliste, je vais le dire comme ça, Malik, c'est-à-dire c'est plutôt quelqu'un qui comprend le monde et qui le prend tel qu'il est. Donc, Ouais, je trouve que le film n'a pas trop de jugement. Je veux dire, le film développe pas vraiment un semblant d'héroïsme à travers les soldats, je trouve. Je veux dire, on a ce peur de mourir et de prendre la vie aussi. Je veux dire, l'action de la guerre, on a ce chaos ambiant. Et je trouve que la ligne rouge, c'est un peu un tableau où Malik ne se fait vraiment pas l'avocat du diable sur personne. Il pose des questions, mais à aucun moment il prend parti, que ce soit sur les Japonais ou sur les Américains. Il est juste là pour montrer les horreurs de la guerre et ce qui va en découler par la suite, mais à aucun moment il prend parti. Je veux dire, les scènes où les Américains ou les Japonais s'entretuent, à aucun moment il est là pour iconiser les soldats. Il dit, voilà, là où on est vraiment dans la crasse où ton meilleur ami peut mourir à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment il y a pas ce terrorisme qu'on peut retrouver dans d'autres films de guerre, ou ce côté, hein, ces personnages un petit peu badass qui aiment se battre et quitte à se sacrifier. Nick Nolte, c'est vraiment le personnage qui est vraiment est prêt à sacrifier ses équipes, mais il y a en fait, pour lui peut-être il y a cette satisfaction d'aller sur cette colline, mais en soi moralement il a aucune gloire. Voilà, c'est vraiment, je sacrifie mes hommes et je m'en fiche, j'ai réussi ma mission. Et lui, il ne pense qu'à ça, quoi. Oui, tout à fait. Justement, on le disait, d'où le fait que je trouve intéressant, c'est que c'est la pluralité de la voix off. Parce que je veux dire, voilà, on n'est pas que centré uniquement sur le soldat 8, on entend aussi. Et comme tu disais, c'est que avant d'être des soldats, ce sont avant tout des êtres humains. Et j'ai remarqué, il y a quand même pas mal de petits jeunes comme ça. Je veux dire, il y a Adrien Brody, je veux dire, à l'époque, il n'avait pas 30 ans. Quand je me dis, il y a quelques jeunes, Ben Chaplin, pareil. Donc, il y a quand même comme ça Jim Caviezel, donc d'assez jeunes acteurs, je vais dire, à l'époque. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ils n'agissent pas en tant que soldats. Voilà, ils ne font pas ça, comme tu dis, pour la gloire, la patrie, etc. C'est vraiment, il y a une très belle scène aussi, je trouve, où on voit des soldats qui abattent un japonais et qui dit, j'ai tué un homme, je viens de commettre le pire de tous les crimes, encore pire qu'un viol. Et tu sens que voilà, en fait, ils sont tous dépassés par tout cet enfer, enfin même l'enfer vert, hein, comme on peut appeler ça, la nature luxuriante. Et que quelque part, oui, Malik, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, je veux dire, dans son film. Voilà, il n'y a pas d'un côté les gentils soldats américains, de l'autre les méchants japonais, etc. On voit que ils sont pris dans une guerre qui les dépasse. Voilà. En fait, le chaos vraiment de la guerre dans l'ensemble de la ligne rouge, en fait, c'est un petit peu un constat plus ou moins nihiliste sur la nature humaine, tout simplement. Tout à fait, voilà, c'est ça. Sur la nature humaine, sur la place de l'homme aussi, je vais dire, sur Terre, et notamment aussi cette très belle phrase où le soldat 8 qui dit « J'ai toujours imaginé qu'il y aurait une seule et même âme pour tous les hommes présents sur Terre ». Et quelque part, c'est un peu ce qui va le rapprocher également du sergent Welch, qui va comprendre, hein, quand même le soldat 8. Et à ce niveau-là, ils vont parvenir à finalement bien se comprendre. Et alors, au milieu de tout ça, de toute cette guerre, je veux dire, il y a, je reviens encore là-dessus, je veux dire, il y a la nature, il y a notamment, moi je trouve, un très beau, je veux dire, oui, un autre très beau plan. On va voir un oisillon qui vient de naître, voilà. Et alors, on voit que, je suis très attaché aux animaux, mais bon, voilà, que le pauvre petit oisillon, je vais dire, il va naître, il va mourir parce que voilà, il a une patte cassée, je crois, et bref, on sent qu'il va pas survivre. Et alors, l'instant d'après, on repart, je vais dire, sur un soldat qui est en train d'agoniser. Donc, ce qui intéressait aussi Malik, c'est de vraiment montrer que même la nature qui peut servir en guillemets réconfort, qu'elle aussi, elle peut être littéralement tachée de sang et marquée par la mort, moi aussi que je cherchais. Et que même, encore une fois, c'est un détail, mais que, pour moi, justement, c'est ce qui différencie, on faisait la comparaison avec Il faut sauver le soldat Ryan et la ligne rouge.
Ben voilà, tout le monde les connaît, hein, les 20 premières minutes d'Il faut sauver le soldat Ryan, débarquement, machin, etc. Ça tire pas de partout. Et qu'est-ce qu'on a dans les 20 premières minutes de la ligne rouge? On a cette espèce de paradis comme ça, un peu hors du temps, avec ces indigènes, je vais dire comme ça, qui vivent en harmonie, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, on voit une indigène qui va dire au soldat Witt, le soldat Witt va lui dire « J'ai l'impression que je fais peur à ta fille ». Elle a dit bah, « C'est pas toi qui lui fais peur, c'est ton médaillon, parce qu'elle comprend que tu viens de l'armée. » Et donc déjà là, on sent qu'il y a aussi je vais dire une sorte de choc comme ça de civilisation et voilà, ben c'est ce fameux, en quelque sorte, un peu cet autre monde, cette espèce de paradis idyllique. Et on le comprend, ce sera très vite de courte durée. D'ailleurs, aussi, ce que je trouve intéressant, c'est au moment où Witt va se faire récupérer par son unité, on va littéralement enchaîner par un très beau plan où on va voir Witt en compagnie, en train de jouer avec comme ça plusieurs enfants mélanésiens. Et puis, au plan suivant, on va le voir dans le noir absolu, assis, en train de discuter avec le sergent Welch qui va lui dire « Tu peux me remercier, grâce à moi, tu échapperas à la cour martiale, etc. » Donc, c'est vraiment la transition pour moi. Et je trouve ça habile de la part de Malick. Le montage en lui-même est très bien. On va développer un petit peu aussi au niveau de la mise en scène. Le film aussi joue un petit peu, comme tu disais, un petit peu cette opposition entre des scènes d'action parfois très violentes et souvent des longs plans assez contemplatifs avec cette nature presque présentée un petit peu comme merveilleuse, luxuriante, et c'est un peu une sorte de constat assez clivant sur un petit peu le non-sens, sur un petit peu l'absurdité en fait de la guerre qui est mise en avant. Après, à côté, on a, comme tu disais aussi, on a cette voix off qui est constamment présente pour vraiment permettant aussi aux spectateurs d'accéder un petit peu à l'intimité de ces personnages, alors un petit peu leurs réflexions sur leur sens sur la mort, sur la vie, sur la raison un petit peu de cette violence, sur cette guerre et tout ça. Ça permet un petit peu vraiment d'exprimer un petit peu les problèmes et les enjeux qui sont vraiment au cœur du film. On a également souvent ces gros plans sur cette façon de montrer cette flore des scènes quotidiennes, aussi bien que pour les soldats, mais également aussi les habitants qui vivent sur ces îles-là. Toi, à un moment, toi qui es plus connaisseur que moi sur Terrence Malick, il y a quoi vraiment comme vraiment mise dans la réalisation de Terrence Malick qui t'a vraiment frappé dans le film, sachant aussi que c'est un film qui est très long, qui dure 3 heures, si je dis pas de bêtises, 170 minutes, oui, c'est 2h50. Je crois que c'est l'un des plus longs films du cinéaste. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment, comme j'ai dit, toi qui connais vraiment plus le réalisateur que moi, qui est au niveau de la réalisation? Alors, donc dans la ligne rouge, je vais dire, de manière. Moi, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est déjà le montage. Moi, je le trouve très cohérent. Et alors, voilà, par exemple, le montage sonore, le fait qu'on va entendre vraiment les bruits des mitrailleuses comme ça. Et puis, on va enchaîner sur un plan où on va entendre le son d'insectes comme ça, voire même parfois le chant des oiseaux. C'est quelque chose aussi qui me marque beaucoup. Donc, vraiment la transition entre l'horreur de la guerre et la nature. Et alors aussi, je veux dire, ces plans, le plan que tu évoquais tout à l'heure, au moment où ils arrivent vraiment au-dessus de la colline et où là, ils commencent tous à se faire tirer dessus, etc., où là, on bascule vraiment dans une violence effectivement assez crue. Et là, pour le coup, je trouve que Malick, même si c'est pas proprement parlé, loin de là, un film à gros spectacle, moi, je trouve que voilà, il arrive quand même à bien mettre en scène l'action, je vais dire comme ça, ou en tout cas la violence de la guerre. Il sublime beaucoup cette nature, alors que dans un endroit de guerre, on est censé la craindre. Et voilà, c'est ça. Donc on est vraiment... c'est ça en fait qui, moi, m'a frappé, c'est qu'en plus, pratiquement toutes les séquences qu'on peut voir de la nature sont vraiment très calmes en fait. Donc c'est-à-dire que, voilà, on va avoir un plan sur...
voilà, sur de l'eau qui va s'écouler d'une cascade. Et puis après, retour à la guerre. Puis alors après, on va de nouveau enchaîner, je disais, sur voilà, un oiseau, etc. Enfin, voilà, sur un oiseau en train de voler, puis retour vers l'enfer. Et pour moi, vraiment, j'en parlais tout à l'heure, hein, le plan qui pour moi est très explicite à ce niveau-là, c'est la brindille tachée blanc, où là, c'est vraiment pour dire que voilà, la nature elle-même, même si elle sert de témoin muet, ne peut échapper à la violence engendrée par les hommes. Et moi, justement, c'est un peu comme ça que je vois les choses, hein, mais pour moi, je veux dire, les plans très contemplatifs des sommets d'arbres, etc., ou les plans sur les nuages, pour moi, c'est un petit peu comme si Malick disait, et Dieu dans l'histoire, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Voilà, qu'est-ce que le créateur... Mais en fait, je parle de ça parce que ça me permet de faire le lien avec Malick, c'est qu'en fait, c'est un cinéma qui questionne quand même beaucoup la question de la croyance, en fait. D'ailleurs, dans son film The Tree of Life, je sais plus si tu avais vu The Tree of Life. Oui, c'est les deux films, La Ligne Verte et la Ligne Rouge, pardon, et The Tree of Life. Ouais, c'est les deux films que j'ai vus. Parce que là, dans The Tree of Life, il va encore beaucoup plus loin que la ligne rouge sur la question. Bon, j'ai plus vu The Tree of Life depuis longtemps, mais là, il questionne vraiment la question de la création. Là, voilà, il démarre vraiment l'univers et les dinosaures, et puis l'humain et tout ça. Mais voilà, mais la question, voilà, c'est là où je voulais en venir. Je veux dire, Dieu, la création du monde, etc. C'est vraiment des thèmes qui lui sont très chers à Malick. D'ailleurs, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi les 20 années entre les moissons du ciel et la ligne rouge, mis à part les années de tournage de la ligne rouge, et qui disent que Malick sera entre-temps devenu pasteur, etc. Parce que voilà, la religion occupe quand même une grande place au sein de son œuvre. Faut pas oublier que son prochain film, c'est quand même un film sur la vie de Jésus. Aussi, donc voilà, c'est quand même très central. Et alors aussi, oui, je parlais tout à l'heure un peu de Dieu, etc. Mais il y a aussi l'homme en lui-même. Hein, je veux dire, le fait que voilà, qu'il n'y ait pas qu'un seul soldat. Parce que le film, entre guillemets, voilà, je veux dire, il y aurait pu y avoir que le soldat Witt, etc. D'ailleurs, ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de héros, entre guillemets. Au début, le film commence, on pourrait se dire, oui, ça va être centré que du point de vue du soldat Witt. Puis après, il y a Sean Penn, il y a Nick Nolte, il y a quand même pas mal comme ça de personnages qui se confondent et qui se rencontrent. Et justement, le fait que ces différents personnages soient tous de nature différente, on a le capitaine Staros qui est humaniste, bienveillant envers ses hommes, et Storm, Nick Nolte, qui lui est vraiment très... il veut sa colline, quoi, il veut sa victoire, etc. C'est vraiment en fait un petit peu tous les types d'hommes, je dirais, toutes les formes de nature humaine que Malick interroge, et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans son cinéma. Et alors, comme tu le disais tout à l'heure, il ne juge pas, en fait, voilà, moi, quand voilà, le fait qu'il filme les nuages, ou je vais dire les oiseaux, etc., moi, je vois pas ça comme du jugement, c'est simplement comme s'il se demandait, où est passé le créateur dans tout ça, quand je vais dire en quelque sorte. Donc, et alors, tout en montrant aussi que la nature elle-même, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec l'oisillon qui est, voilà, qui va mourir, ça aussi, c'est de se dire que la nature, aussi belle soit-elle, n'est pas non plus toujours épargnée. Et alors aussi, maintenant que j'y repense, une scène comme ça, assez courte, mais que j'aime bien, c'est le moment où il y a le soldat joué par John C. Reilly, voilà, ils sont là en train de marcher dans la jungle, et à un moment donné, ils vont croiser un autochtone, voilà, un autochtone comme ça, un peu âgé, et alors John C. Reilly et l'autochtone vont se regarder, mais comme ça, simplement, vont se regarder comme ça pendant quelques secondes, et puis chacun va reprendre sa marche, quoi, je veux dire, et ça aussi, c'est montrer à quel point l'être humain, je vais dire... parce que c'est aussi un film, je trouve, la ligne rouge quelque part sur la communicabilité aussi. On le voit à la toute fin, au moment où Witt se fait abattre par les Japonais, que on sent bien que Witt, voilà, il ne comprend rien aux Japonais, et le Japonais lui-même ne comprend rien à ce qu'il lui dit. Bon, le seul mot qui ressort et qu'on comprend, c'est American. Voilà, qu'on sent qu'il est dedans, et c'est ça aussi, quoi. C'est que oui.
Oui, d'ailleurs, justement, on parlait de la question, pardon, de la religion, etc. Witt qui se sacrifie pour sa compagnie, comme je veux dire, en fait. On va conclure. Alors, le film avait un budget de 52 millions de dollars et il va en rapporter alors seulement 36 aux États-Unis, mais seulement 36 aux États-Unis, mais presque 100 millions de dollars au box-office mondial. Donc, c'est plutôt un succès. Par contre, comme tu en avais dit avant, au niveau de la cérémonie des Oscars, il va être nominé pour 7 catégories: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son et meilleure musique de film pour Hans Zimmer. On n'en a pas parlé aussi de la musique. Et il va gagner aucune statuette, malheureusement. Par contre, il gagnera quand même l'Ours d'Or au Festival de Berlin, ce qui est quand même pas négligeable. Je voulais savoir aussi un petit peu pour toi, au niveau du genre du film de guerre, est-ce que quand même La Ligne Rouge, c'est un film important, et pour le public qui, quand même, je veux dire, quand on pense film de guerre, on pense quand même film d'action, est-ce que les gens qui aiment, qui adorent les films de guerre peuvent être déçus par le côté un petit peu très philosophique de La Ligne Rouge, parce que voilà, c'est quand même pas un film c'est pas un film clairement comme les autres, et surtout par rapport au cinéma de Terrence Malick. Les gens qui connaissent pas Terrence Malick, est-ce que tu leur dis, voilà, tu connais pas Terrence Malick, est-ce que tu leur dis, tu veux commencer le cinéaste, tu commences par La Ligne Rouge? Est-ce que c'est vraiment pour toi, est-ce que c'est le premier film pour commencer Terrence Malick, ou alors pas du tout? En fait, pas exactement. Moi, je leur dirais à ceux qui veulent commencer la filmo de Terrence Malick, commencer simplement par son premier film, La Balade sauvage. Pourquoi? Parce que La Balade sauvage, narrativement parlant, c'est son film le plus classique. Dire, voilà, c'est quand même une histoire de cavale, un peu à la Bonnie and Clyde. Enfin, je le dis de manière un peu abrupte comme ça, mais c'est voilà, narrativement, pour moi, c'est peut-être le plus accessible. Et alors, après La Balade sauvage, moi, je dirais peut-être les commencer dans l'ordre. Donc, après La Balade sauvage, Les Moissons du ciel, puis La Ligne rouge. Parce que pour moi, la filmographie de Malick, c'est un peu, je vais dire, un peu comme David Lynch, c'est-à-dire que les thèmes naissent film après film. Voilà, je vais dire de film en film. Et commencer directement par La Ligne rouge, tu le disais tout à l'heure, le film quand même long, il dure 3 heures. Puis il y a peut-être aussi voilà, le côté, entre gros guillemets, film de guerre qui peut, voilà, tout le monde n'aime pas non plus les films de guerre. Et donc non, moi je dirais commencer vraiment par La Balade sauvage, par son premier film. Voilà. D'accord. Et justement pour les amateurs de films de guerre et d'action, est-ce que La Ligne rouge peut rebuter, ou il faut vraiment justement les préparer un petit peu à ce qui, à leur dire, voilà, si tu t'attends à un gros film d'action, je sais pas, par exemple Soldat Ryan, qui est quand même beaucoup plus rythmé, est-ce qu'ils peuvent être, il y a de grandes chances qu'ils soient déçus ou pas, si tu connais pas le cinéaste? Franchement, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il serait décontenancé, ça. Donc, oui, moi, je pense que, comme tu dis, il faut quand même mieux les prévenir à l'avance. Donc, moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi souvent. Et quand je parle de La Ligne rouge, les gens qui connaissent pas forcément Malick ou quoi, je leur dis, préviens, c'est pas exactement comme Il faut sauver le soldat Ryan. C'est même très différent. Encore une fois, je compare un peu les deux films parce qu'ils ont été comparés en leur manière. Et en plus, ils ont été nommés, enfin bref, tous les deux aux Oscars, etc. Donc voilà. Mais je pense moi, dans le cinéma, j'adore sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que j'aime toujours. Et j'évite un petit peu, je vais les voir, mais les films un petit peu de divertissement où je sais à quoi m'attendre, ça m'arrive d'en regarder. Mais vraiment, j'aime souvent avoir une proposition beaucoup plus radicale qui me dit, ah ouais, je m'y attendais pas. Voilà, vraiment un film qui me fait sortir un petit peu de mon état habituel. Et est-ce que pour le grand public qui aujourd'hui, on le voit dans les productions, qui aiment justement, comme ce que tu reprochais avant avec la nostalgie, où justement on aime bien un petit peu les tenir par la main, et là un film comme ça qui a une proposition tellement différente cinématographiquement, ça peut rebuter le grand public. En tout cas, parce que je me dis, il y a peut-être aussi la question de l'époque ou quoi, et La Ligne rouge sortirait aujourd'hui, je pense qu'il aurait après, de toute façon, Terrence Malick n'a jamais fait l'unanimité. De toute façon, oui. On parlait de The Free of Life, il a gagné la Palme d'Or, mais durant la séance, il était applaudi aussi bien que cuit dans la salle. Donc, oui, tout à fait. C'est sûr que, oui. Donc,
moi, je vais dire oui pour la ligne rouge. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux quand même, pour les gens qui ne connaîtraient pas Malik ou quoi, quand même les informer par avant, les prévenir, en fait prévenir, peut-être des grands mots, mais voilà, leur dire que c'est quand même assez atypique, et dire voilà, c'est le mot qui convient. Maintenant, après, je pense quand même que malgré tout, pourraient quand même y trouver leur compte parce que voilà, on le disait tout à l'heure, les personnages sont quand même plutôt bien développés. Il y a un gros casting quand même, hein. Il y a des acteurs que les gens connaissent. Il y a un gros casting, il y a de très bons acteurs. On disait Nick Nolte, de ses meilleures performances, etc. Donc vraiment, le fait aussi que oui, pour vraiment les personnes, parce qu'il y en a des passionnés de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui vont voir, ça c'est vrai que je viens d'y penser, un regard neuf, si je puis dire, sur la Seconde Guerre mondiale. Fait, quand je dis regard neuf, un point de vue, voilà, la pluralité de la voix off avec les soldats qui s'interrogent sur leur rôle, leur fonction sur Terre ou quoi. C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans Le Jour le plus long, par exemple, où il faut sauver Soldat Ryan ou quoi. C'est-à-dire, c'est le genre de questionnement qu'on n'a jamais vraiment vu comme ça dans les films de guerre. Enfin, je veux dire, des questionnements comme ça, quasi métaphysiques. Même l'affrontement entre les Américains et les Japonais, des films de guerre, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est surtout les Américains contre les Allemands, les Américains contre les Japonais. Il y en a forcément qui me viennent en tête, mais c'est beaucoup plus rare. Oui, voilà, c'est ça, c'est très rare. Et maintenant, je pense, comme je disais tout à l'heure, hein, même si c'est pas proprement parlé un film d'action, je veux dire, pour moi personnellement, ça n'en est même pas tout simplement. Mais je trouve que voilà, dans les scènes de combat ou quoi, on sent quand même que Malik, il a voulu s'investir, quoi. Voilà, on sent qu'il s'est pas dit, voilà, c'est ça, elles sont impressionnantes. Il s'est pas dit, moi, j'en ai rien à faire, c'est pas ce qui m'intéresse, etc. On sent qu'il a su bien s'entourer, et parce que voilà, elles sont quand même, je trouve, bien réalisées. Elles sont, bon, on le disait tout à l'heure, elles sont très violentes, impressionnantes. Il y a, moi, je dis, moi, le montage sonore du film, moi, voilà, continue toujours de m'épater, comme je disais. Et puis la maîtrise aussi un peu du chaos. On voit en plein affrontement Nick Nolte qui est là au téléphone en train d'engueuler Staros connu façon pourrie, etc. Ça, je me dis, ça c'est bien aussi. Hein, c'est vraiment, donc il s'est vraiment joué sur les ambiances, un petit peu aussi sur la tension. La séquence finale où Witt finit abattu par les Japonais. Donc je pense que moyen quand même qui plaise à pas mal de personnes. D'ailleurs, moi, pour la petite histoire, je connais des amis qui sont pas forcément cinéphiles et qui aiment bien la ligne rouge, quoi. Je veux dire, même qui adorent la ligne rouge et qui ont compris les intentions de Malik. Voilà. Donc, si tu devais un petit peu, en une ou deux phrases, conclure la ligne rouge pour motiver les gens à aller voir le film, ça serait quoi? Je leur dirais que s'ils ont envie de voir un film qui sort un peu des sentiers battus, qui propose un autre point de vue sur la guerre, tout simplement, qu'ils peuvent vraiment regarder la ligne rouge, quoi. On va conclure avec ça. Donc je rappelle La Ligne Rouge, sorti en 1998 et début 99, et réalisé par Terrence Malick, son troisième film. Donc n'hésitez pas à le voir ou le revoir si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que notre entretien ciné vous a quand même bien vendu le film pour vous motiver à le découvrir. C'était vraiment intéressant de débattre avec toi, François, sur ce film-là. Et comme j'ai dit, c'était vraiment intéressant de connaître un peu plus ta vision sur le cinéma, la création de ta chaîne et donc vraiment ton analyse sur La Ligne Rouge. Je rappelle bien sûr, je mettrai le lien dans la description de sa chaîne, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil à son travail et bien sûr vous abonner à la chaîne Cinéclectisme si ce n'est pas encore fait. Je te remercie encore, François, pour cet entretien ciné. C'était vraiment passionnant de parler cinéma avec toi. On avait dit peut-être 1 heure et demie grand max. On est presque à 2 heures, tu vois. Donc, c'est te dire, on a presque pris 1 heure pour parler cinéma et encore, on aurait pu parler encore plus longtemps. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler cinéma avec des gens qui sont passionnés. Donc, encore merci à toi, François, de t'être prêté au jeu de cet entretien ciné. J'espère que cette expérience t'a plu de ton côté.
Ah oui, vraiment beaucoup. Bah, comme toi, déjà, bah, parler, être passionné, c'est déjà quelque chose de bien. Et en plus, oui, non, vraiment, c'est bien. Comme ça, quand conversation est fluide ou quoi, enfin, c'est toujours bien. Voilà. Bah, écoute, c'est un plaisir. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres débats. Je sais très bien que sur la chaîne, tu es le bienvenu. J'espère que les gens qui verront cet entretien ciné, comme j'ai dit, vous ont convaincu à voir la ligne rouge et surtout à vous abonner à la chaîne Cinéclectisme si ce n'est pas encore fait. C'est ainsi que cet entretien ciné se termine. Passez une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao!